franchement, j'avais jamais été fan de Schumacher, ni du pilote, et même après en tant que journaliste, je le trouvais inaccessible, je le trouvais pas sympa. Cette journée chez lui a tout changé. J'étais parti avec Mark Webber depuis chez lui en jet privé jusqu'à Milan. Et on arrive au péage et il n'y avait pas encore les péages à carte en Italie ou sans contact ou quoi. Donc il me demande de la thune. Il arrive, il a les lunettes de soleil. Et je dis, on est à l'intérieur, Kimi, vous pouvez enlever vos lunettes? Just ask your question. Donc juste pose tes questions. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode Cool Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel entretien avec un acteur du sport automobile francophone. Je sais qu'il n'y a pas eu d'épisode le mois dernier et on se rattrape aujourd'hui avec un invité extrêmement intéressant. On est entre Imola et Monaco, on tourne ça très rapidement entre deux grands prix et il nous fait l'honneur d'être présent. Monsieur Laurent Dupin, comment tu vas? Ça va très bien, merci, et toi? Bah écoute, je vais très très bien. On tourne ça pile poil, t'es rentré il y a quelques jours d'Imola, tu repars à Monaco demain, c'est un petit peu le rush. De toute façon, avec un calendrier à 24 Grands Prix, il y a rarement des semaines de pause. Donc voilà, très content de passer ce podcast avec toi. Écoute, plein de questions à te poser, plein de choses à discuter. On a eu la chance d'avoir Julien. Aujourd'hui, on a toi, donc on va pouvoir parler un petit peu de Formule 1. J'aimerais commencer avec une chose. On arrive du coup sur le Grand Prix de Monaco. Alors, ça sortira après le Grand Prix de Monaco. Mais toi, tu es de Monaco, justement. Oui, en fait, mes parents sont installés juste à côté de Monaco, dans une ville en France qui s'appelle Cap d'Aille. Mais la maternité la plus proche, c'était Monaco. Donc, je suis né à Monaco. Tu as grandi à Monaco et tu as étudié à Monaco aussi. Voilà, à partir du CE2, j'ai fait mon école primaire, collège, lycée à Monaco. Donc, tu as baigné directement dans le sport automobile au final, parce que tu devais voir les Grands Prix, etc. Bah, oui, en fait, mon père était grand passionné de sport auto, donc m'a amené tous les ans, tout petit, au Grand Prix. Il y a des photos de moi dans les paddocks, derrière les rails, tout petit. Incroyable. Et donc c'est de là qu'est née ma passion pour la Formule 1 et voilà, à l'adolescence, me dire je veux travailler là-dedans et être journaliste en Formule 1. Tu te souviens de ton premier Grand Prix de Monaco ou tes premiers souvenirs de Formule 1 à Monaco? Non, bah, vraiment tout petit. J'ai des photos, je peux pas m'en souvenir, j'ai 2-3 ans sur les photos. Après, j'ai quelque chose de précis, c'est en 89, donc j'ai 10 ans. C'est pas du tout comme aujourd'hui, c'est-à-dire que mon père connaissait des commissaires qui était à la Rascasse, et on est derrière le rail. C'est-à-dire que je suis derrière le rail sans accréditation, sans place, sans rien. Moyen, ça. Et au bout d'un moment, c'était les essais qui étaient le jeudi avant à Monaco, et quelqu'un dit le petit, quand même, s'il pouvait se mettre derrière le grillage. Donc j'ai reculé d'un mètre, j'étais derrière le grillage, mais mon père était derrière le rail comme un photographe professionnel, alors que c'était un amateur, un touriste. Quoi. Un spectateur. Donc, et c'est pour ça qu'on pouvait rentrer dans les paddocks. À l'époque, c'était beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. Très différent à l'époque, j'imagine. Voilà, même le circuit, il avait peut-être un peu changé d'ici là, 89. Ouais, c'était surtout la partie basse. Avant la piscine Rascasse, c'était pas comme ça. C'était plus serré. Le virage de la Rascasse, c'était l'un des plus difficiles. Et puis après, le port s'est agrandi à Monaco. Il y a eu quelques modifications. Mais finalement, il y a peu de changements en 100 ans d'histoire quasiment au Grand Prix de Monaco. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, ce circuit est critiqué parce qu'il est dépassé ou plus aux normes. Vu la taille des voitures aujourd'hui, c'est plus difficile de doubler. Est-ce que tu as un Grand Prix de Monaco qui t'a marqué? Parce que tu as dû en voir beaucoup, j'imagine. Les Grands Prix de Monaco, tu en as un ou tu as un souvenir particulier en plus de celui-là? Le 94, c'est le premier Grand Prix après la mort de Senna. Donc, il y a une ambiance... incroyable, mortifère. Il y a les pilotes qui, sur la grille, tiennent le drapeau. Mais même, donc moi, j'avais donc 15 ans. J'ai accédé au paddock, demandé des autographes ou quoi. Mais il y avait vraiment une ambiance plombée. Et le jeudi, je suis dans les tribunes avec mon père. Et Karl Weidlinger a un accident à la sortie du tunnel. Coma direct. Donc tout s'arrête, drapeau rouge. On voit la voiture, longtemps après, passer sur le camion plateau qui revient au stand. La voiture est détruite. On apprend qu'il est parti à l'hôpital. Et tout le monde dans la tribune se dit « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer » quoi. Et il fait des jours et des jours de coma, il s'en sort, il revient un petit peu, je crois, l'année d'après en F1, mais bon, il y avait quelques petites séquelles. Mais voilà, cette ambiance-là, voilà, Grand Prix de Monaco 94, c'était vraiment pas très festif. Et 2 ans après, en revanche, la victoire de Panis, ça c'était assez dingue. Un petit peu plus joyeux, ça. Juste avant de passer un petit peu sur ta carrière, je sais que tu as grandi à Monaco, j'imagine que tu as côtoyé des pilotes, tu as dû en croiser peut-être dans la rue, etc. Mais je sais que tu avais un design de casque pour ton scooter, si je dis pas de bêtises, aux couleurs de Coulthard. J'aimais bien ce pilote parce que c'est lui qui remplace Ayrton Senna. Et ce jeune pilote, je me dis, il se retrouve balancé dans la Williams,
succéder à la légende. Enfin, je sais pas, j'ai eu très vite de l'affection pour ce pilote. Et j'ai pris mon casque de scooter, j'ai mis les bandes blanches du drapeau écossais comme il l'avait lui. J'ai acheté pour la visière le Renault Elf. Ah oui, donc c'était vraiment le casque Coulthard, quoi. Et j'avais refait ce casque Coulthard pour aller tous les jours au lycée. Et l'anecdote, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il l'a reconnu son casque, donc ton casque, à Monaco sur une plage, c'est ça? Ouais, j'allais à la plage du Larvoto. Donc ça devait être 95. Donc 30 ans plus tard, je continue à me dire mais comment c'est possible? Je suis avec mes potes, mon casque à la main, un mec me parle en anglais derrière, je me retourne, c'est lui. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un, enfin il m'expliquait quelqu'un qui avait son casque en fait. Et enfin c'est incroyable. Mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de réplicas de casques, même les mini-casques, ça n'existait pas. Les réplicas, se faire peindre un casque. Je ne sais même pas si le métier de peintre professionnel pour quelqu'un qui n'était pas pilote, ça existait. Donc, il a dû halluciner quand il a vu ton casque. Et puis il était encore jeune pilote, c'était sa 2e saison, il n'avait pas encore gagné une course. Du coup, fan de Coulthard, moi je trouve ça exceptionnel. J'avoue que moi, j'ai jamais eu une affection pour Coulthard, peut-être parce que aussi je suis arrivé plus tard en Formule 1, mais j'avoue qu'avoir un casque de Coulthard et le pire, se faire reconnaître par le pilote, je trouve ça exceptionnel. Après, je lui avais fait signer, tu l'as gardé, j'espère, le casque. Et ouais, mais là, il doit être quelque part dans une cage. Oh non, le casque, il est exceptionnel. C'est un souvenir, il faut le retrouver. Sinon, on voyait à Monaco, on pouvait voir Ralf Schumacher, Mika Hakkinen qui jouait au tennis sur des cours de tennis à Cap d'Aille, donc là où habitent mes parents. Mais, c'était sympa, l'enfance, c'était cool, quoi. T'étais bien entouré. Il n'y avait pas des grandes discussions, mais c'était cette proximité. Mais c'est aussi pour ça qu'ils aiment Monaco. Bon, il y a les impôts, mais ils sont aussi très tranquilles, en fait. Les personnalités ne sont pas embêtées. C'est toujours le cas. Maintenant, tous les pilotes sont à Monaco. Donc, je crois que j'ai compté l'autre fois 12 ou 13 maintenant, parce que Piastri vient d'arriver aussi. Donc ça y est, ça explique le tweet d'hier. Et dis donc, il y a du monde. Bon, alors du coup, après tes études à Monaco, tu es parti donc à Tours pour faire tes études. Tu savais directement, en partant à Tours, que tu voulais faire des études dans le sport auto, journaliste sport auto? Ouais, en fait, je crois que c'est en seconde ou en première. Déjà, je me dis, je veux être journaliste à TF1 pour travailler sur la Formule 1. Et d'ailleurs, à un des Grands Prix, j'ai un autographe de Jean-Louis Moncey. Incroyable. De Pierre Van Vliet, parce que... c'était à l'époque, les commentateurs, c'était eux qu'on regardait, du coup. Voilà, je voulais faire comme eux. Donc, déjà, en partant, je m'étais dit, je veux faire une école de journalisme. Et si je suis pris, si j'y arrive, ça sera ça l'objectif de ma carrière. Et donc, j'ai fait l'IUT de Tours, qui est une des écoles reconnues par la profession. Donc, un concours d'entrée, des centaines de candidats, on était 30 à la fin. Pourquoi j'ai été pris? Parce que tu étais le meilleur, Laurent. T'étais le meilleur, c'est pour ça, il faut le dire. Il y a plein de petits trucs dans la vie. Si je n'avais pas été pris là, qu'est-ce que je serais devenu? Après, il y a plein de rencontres aussi. Un premier stage, je fais un stage à RMC, je rencontre quelqu'un qui, plus tard, travaille à la chaîne L'Équipe. Et c'est lui qui me fait rentrer à la chaîne L'Équipe. Mais si je n'avais pas fait ce stage à RMC, peut-être que... je pense que quelle que soit la profession, mais on a tous, je pense, des rencontres qui font basculer nos vies, nos carrières. Et du coup, à l'époque, parce que moi, je sais que, je suis un peu plus jeune du coup, mais je sais que quand j'étais à l'école et que je disais que j'étais fan de Formule 1, on était en mode, le beauf, l'essence, les pneus, etc. Et t'avais déjà ce stéréotype, toi, à ton époque? Ouais, et il y avait aussi le côté, c'est pour les vieux. C'est pour mon grand-père qui fait la sieste le dimanche après-midi. Ça devait être pas facile. Donc, autant à Monaco, les gens s'intéressent un peu à la F1, mais c'est vrai, quand je suis allé dans mes études de journalisme à Tours, je me rappelle, on avait une salle où on recevait la presse tous les jours. Moi, le premier truc que je faisais, c'était prendre l'équipe. Ça n'existait pas en tablette et tout ça. C'était le papier. Et la plupart, à part un ou deux de mes potes, tous, mais qu'est-ce que tu fais avec l'équipe? Mais arrête, prends Le Monde, prends Libération, prends... mais tu n'y arriveras pas, de toute façon, t'es naïf, tu n'y arriveras pas, il n'y a pas assez de place. Et donc... j'ai pas pris ça comme une motivation, mais moi, j'ai jamais dévié de mon objectif, et donc je suis super content d'y être arrivé. Et du coup, après, tu as commencé chez TF1, si je dis pas de bêtises. J'ai d'abord fait la chaîne L'Équipe en sortant de mes études, à la pige, et il n'y avait pas non plus beaucoup de journalistes qui aimaient les sports mécaniques ou sports auto. Donc j'avais beau avoir 20 ans, ils m'ont un peu confié les résumés des Grands Prix. Alors, depuis Paris, j'allais jamais sur place. Globalement, comme un téléspectateur, je regardais le Grand Prix à la télé. Tu faisais tes petites notes. Et après, on en faisait un résumé d'1 minute 30 parce qu'on était limité par le droit à l'image d'1 minute 30. Donc, pendant 3-4 ans, je faisais les résumés de tous les Grands Prix moto et Grands Prix F1 à la chaîne. Tu faisais la moto aussi? Ouais. Tu suis toujours beaucoup la moto? Parce que c'est sur Canal, on rappelle. Oui, c'est sur Canal. Le truc, c'est qu'il y a des Grands Prix en commun. Donc, parfois, je n'arrive pas à tout voir. Donc, je regarde généralement les Grands Prix quand je peux. Pas le warm-up de Moto 2, par exemple. Un peu occupé, le monsieur. Et puis j'ai des week-ends en famille où j'essaie aussi de déconnecter des circuits. Donc tu as fait moto, auto, donc auto, voilà. moto du coup. Mais c'était pas sur place, donc c'était finalement
je suivais l'actu, je faisais des résumés, ça m'a appris à construire des reportages, des sujets, mais c'était sans être sur place. Je connaissais pas plus les pilotes que quelqu'un qui regardait à la télé. Et donc, comment t'en es arrivé à y arriver sur un Grand Prix de Formule 1 du coup? D'abord, j'ai pareil des connaissances, j'ai fait des piges à Eurosport. Et Eurosport, il y avait le producteur qui s'appelait Noël Carl qui produisait les Super Racing Weekends. C'était des week-ends de course organisés par Eurosport où il y avait dedans le FIA GT, le TCC qui est devenu WTCC et la Formule Renault, ce qui est aujourd'hui la Freca et la Formule Renault V6. Et donc là, ils me proposent d'aller avec eux sur site. Et donc là, je deviens intervieweur pour eux. En direct, on faisait tout en anglais parce que c'était pour l'intégralité de Eurosport. En plus, en anglais du coup, donc c'est pas facile. Donc voilà, j'étais déjà pas trop mal en anglais, mais ça m'a vraiment permis de m'entraîner. Et voilà, ça c'était génial parce qu'enfin j'allais sur le terrain. J'ai fait plein de circuits, c'est grâce à ça que je suis allé pour la première fois à Monza, à Barcelone, à Imola, ce genre de circuits. Donc ça c'était génial. Et puis ça m'a permis aussi de faire Le Mans, faire le Dakar. J'ai fait 2 fois le Dakar pour Eurosport. Et puis Noël Carl est passé à TF1. Et il me dit, un jour, j'aurai besoin de toi. Et donc, en 2005-2006, j'ai fait 1 ou 2 Grands Prix pour TF1. Et c'est vraiment en 2008 où je suis transféré d'Eurosport, qui appartenait à l'époque à TF1. Je suis transféré d'Eurosport à TF1 pour faire Automoto et les Grands Prix européens. Donc, en 2008, du coup, tu es à plein temps sur la F1 ? Et Automoto à plein temps, parce qu'avec TF1, on allait sur site que pour les Grands Prix européens. Donc, je me souvenais pas, vous faisiez pas les... Christophe Malbranc faisait tout, les commentateurs. Voilà. Mais les journalistes, intervieweurs, les caméras et tout ça, et Denis Brognard, on n'allait que sur les courses en Europe, Singapour et Abu Dhabi, parce que c'était à 14h. C'est vrai que là, tu as donné des noms, je pense qu'on va en perdre une bonne partie. Du coup, c'était l'équipe à l'époque qui commentait. Donc, c'était commentateur, présentateur, et c'était jusqu'en toute l'équipe de 2012, diffusion. Jusqu'en 2012, du coup, sur TF1. Donc, 2008, TF1, c'est quoi tes premiers souvenirs du paddock? Comment tu te sentais? Parce que la première fois que tu arrives dans un paddock, moi, à mon niveau, je sais que la première fois que j'ai passé le petit badge et que j'ai fait Tudum, c'est les émotions, tu stresses un peu. Et puis 2008, c'était aussi le début de l'aventure de Sébastien Bourdet en F1. Aussi. Il y avait eu plusieurs saisons sans français. Et Sébastien, qui est né la même année que moi, on se connaissait depuis pas mal de temps, de son époque de Formule 3000. Au Mans, on s'était vu, il est du Mans, ma femme est du Mans. Donc, en fait, on se connaissait relativement bien. Donc, ça faisait un peu la sensation de débuter ensemble. Quelqu'un qui t'accompagne, quoi, c'est bien. Donc, ça, c'était sympa. Mais finalement, presque plus marquant, 2005-2006. Donc, il y avait le Grand Prix de France à Manicourt. Et à l'époque, c'était chaque pays, chaque télé nationale devait produire son Grand Prix. Donc, c'est TF1 qui filmait pour le monde entier le Grand Prix de France. Et donc, c'était ça mes premiers vrais Grands Prix, parce que c'était donc une équipe énorme de centaines de personnes pour TF1. Et c'était là que j'étais allé. Et 2005, le Grand Prix de France, c'est le premier Grand Prix après l'Indianapolis où il n'y a que 6 voitures au départ parce qu'il y a des problèmes. Il y a aussi des problèmes sur cette table. Et le pauvre Lewis Hamilton qui vient de... Et les 2 Mercedes. Donc, j'avais dû faire une interview après ce scandale d'Indianapolis. Briatore ne voulait pas répondre. Et moi, ne le connaissant pas, j'y suis allé. J'avais pas peur de me brouiller avec lui. Donc, j'avais obtenu une réponse de Briatore qui expliquait les conséquences du scandale d'Indianapolis. Donc, ça, c'était Manicourt 2005. Et puis, c'était aussi l'époque Schumacher. Donc, je fais un Grand Prix en 2005, 3 en 2006. Schumacher, Ferrari 2005-2006, il n'y a pas plus géant. C'est les questions que je me pose. Et donc, c'était ultra impressionnant. Alors, c'était une sorte de conférence de presse, mais juste lever la main. Oui, bonjour, une question. Bonjour, Laurent Dupin. Et là, tu as le cœur qui bat hyper fort. Donc, du coup, tu as eu l'occasion d'interviewer Michael Schumacher dans ta carrière? Ouais, alors à l'époque, Ferrari, peut-être qu'une fois. Et quand il revient chez Mercedes, là, donc 2010, 11-12, là, oui, plus régulièrement. Et surtout, j'ai un de mes meilleurs moments, c'est que je suis invité au ranch pour faire de l'équitation avec Michael Schumacher, sa femme Corina. En fait, ils organisaient une sorte de petite compétition VIP média. C'est de l'équitation western. Et donc, il faut faire des pirouettes, des trucs, tu as un chapeau. Je te vois bien sur le chat. J'avais aucun talent, donc je m'étais entraîné avec le champion de France. Enfin, on avait organisé ça. Vraie préparation, quoi. Voilà, et j'allais chez lui, c'était à 80 km de Paris, j'allais en scout et je me suis entraîné. Et c'était Siegfried Weber, il m'avait entraîné. Enfin, c'était incroyable. Et donc, je me retrouve après dans le ranch chez Schumacher en 2011. Et là, on passe une journée complète ensemble. Je ne suis pas tout seul avec lui, mais il y a énormément d'interactions, en interview, mais aussi en discussion. On fait du cheval ensemble. Quand je fais mon passage, parce que c'est une sorte de concours, quoi. Donc, il vient me féliciter après, ça rigole. Il était comment, Schumacher, justement, en dehors de la caméra, en dehors des paddocks? Franchement, j'avais jamais été fan de Schumacher, ni du pilote. Et même après, en tant que journaliste, je le trouvais inaccessible, je le trouvais pas sympa, je le trouvais distant. C'est juste que le mec était ultra sollicité. Cette journée chez lui a tout changé dans ma perception, et de lui aussi envers moi, parce qu'après, il a toujours été très cool,
même à faire des interviews pas calées à la volée, quelques mots ou quoi. Ouais, il était vraiment, il pouvait être très sympa. Quoi. Et il y a une soirée à l'issue de cette journée d'équitation. Et on était logés assez loin. Et à un moment, mon caméraman me dit, je suis crevé, faut aller, on y rentre. Enfin, on rentre, on n'avait qu'une voiture. Donc je vais voir Michael, je lui dis, bon, ben, on rentre. Et il me fait, oh non, vous êtes vraiment des Français, allez, reste. Et enfin voilà, c'était incroyable de se dire. Et il avait même fait après un message vidéo pour mon mariage. Oh, donc, incroyable, Michael Schumacher. Non, mais c'est quand même, la relation est folle. C'est quand même exceptionnel. Tu parlais de Briatore il y a 2 secondes. Je voulais revenir sur Briatore parce que 2005-2006, on est aussi sur la période de domination de Renault, l'écurie française. Est-ce que du coup, vous aviez un peu plus d'accès peut-être avec Renault? Comment ça se passait la relation journaliste-Renault à cette époque? Ouais, c'était vraiment considéré comme l'équipe nationale. Et donc, les pilotes avaient l'obligation de répondre. Enfin, obligation. La direction de Renault leur disait à quel point TF1 c'est important, donc ils répondaient toujours sur la grille de départ, les pilotes. Trulli, Fisichella, peut-être un peu plus qu'Alonso, mais quand même, ils répondent très régulièrement. Et il y avait toujours un rendez-vous sur la grille où Briatore attendait Denis Brognard, sortait un papier et donnait les stratégies de tout le monde. Dans un français approximatif, mais il y a force à vous trouver sur les réseaux, sur YouTube. Et à la fois, c'est génial. Plein de fois, on ne comprend pas ce qu'il dit, mais c'est Trulli, lui, tour 12. Massa, 14. Button, tour 8. Il s'arrête. Mais c'était un numéro quand même, en vrai, Briatore, quand tu y penses. Et puis, mais bon, un personnage complètement perché, mais bon, qui a eu des réussites incroyables, qui a eu des scandales aussi incroyables, mais ouais, très, très atypique. Il était accessible quand même, Briatore, parce que moi, de mémoire de mon enfance, je me souviens d'un Briatore quand même où, voilà, fallait pas trop l'embêter, il répondait, mais voilà, il était occupé. Comment il était ? Il était là quand même avant tout pour les médias. C'est pas lui qui participait à la mise au point de la voiture. Donc je sais même pas s'il allait dans les réunions avec les ingénieurs. Il était là pour le spectacle, pour occuper l'espace médiatique. Mais il fallait pas trop l'embêter. Il fallait quand même aller dans son sens. Donc du coup, tu nous as dit en 2008, donc première saison à plein temps. Et donc tu parlais de Bourdet. Moi, je me souviens, je te l'ai dit il y a quelques minutes, de la toute première fois où je t'ai vu à la télé. Le premier souvenir que j'ai de toi, c'est à Monza. En 2008, parce que tu étais dans le box de Toro Rosso lors de la victoire de Sébastien Vettel. Comment tu t'es retrouvé là? Comment ça s'est passé? Ça, paraît incroyable. En début de saison, on négocie avec Toro Rosso, comme il y a Bourdet qui arrive, donc il n'y avait pas eu de pilote français depuis l'arrêt de la carrière d'Olivier Panis, je pense fin 2004. Donc on leur dit, c'est un truc énorme pour nous d'avoir un Français, est-ce qu'on peut avoir un journaliste dans le box pendant les Grands Prix? Donc je fais tous les Grands Prix où je suis sur place, donc les Européens, dans le garage Toro Rosso, toute la course. À l'époque, il y avait les ravitaillements en essence, donc il y avait encore plus de stratégie qu'aujourd'hui. Il pouvait y avoir 2, 3 arrêts. Donc en fait, je donnais ce genre d'infos à l'avance. J'intervenais, il se passe ça. Ou j'avais parfois le casque, donc j'entendais les communications radio. Il y en avait beaucoup moins qui étaient diffusées à l'antenne. Donc j'avais beaucoup de choses inédites à raconter. Il se passe ça, Sébastien dit ça. Et donc il y a eu des courses moyenne, enfin c'était une écurie de une saison compliquée, le pauvre. Et c'était une écurie de deuxième partie de tableau, Toro Rosso. Et donc il y a ce week-end d'Imola incroyable, de Monza pardon, où il part en tête Vettel. Bourdet déjà était 3e sur la grille. Il était 4. Pardon. Et il cale sur la grille. Et donc la catastrophe. Mais ce jour-là, s'il cale pas, il fait enfin tellement de regrets. Enfin bon, bref. Mais donc je suis quand même dans toute la course, dans le stand de Toro Rosso. Et donc Vettel gagne. Et je prends le direct en courant avec les mécaniciens vers le muret des stands. Je sais qu'à un moment, ça crie, je dis « écoutez-les » Et au moment où je tends le micro, le mec à qui je tends le micro s'arrête de crier parce qu'il se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc je pense qu'à l'antenne de TF1, le « écoutez-les » c'est du silence. mais voilà, c'était un moment assez incroyable de vivre de l'intérieur les victoires de cette écurie qui n'avait jamais rien gagné, qui sortait. Enfin, c'était incroyable. Puis pour Vettel, c'était la première victoire, c'était un petit peu la naissance du baby Schumi, de la légende de Vettel. Et derrière, comme on en parlait, mais aussi pareil, AlphaTauri, du coup en 2020, qui regagne avec Pierre, c'est le même scénario avec cette équipe au final. Voilà, au même endroit et aussi l'une de mes plus belles émotions parce que franchement, quand Pierre Gasly est rétrogradé de Red Bull à AlphaTauri, Toro Rosso AlphaTauri, je me suis dit, en fait, je ne vais jamais connaître une victoire française dans ma vie. Parce qu'en étant chez Red Bull, c'était possible. Et je me suis dit, je fais une carrière à la fin, je ne vais jamais connaître une victoire française. Voilà, j'aurais fait mais de la même manière que des journalistes français n'ont jamais connu une victoire sur le Tour de France ou à Roland-Garros d'un Français. Mais voilà, je m'étais fait à cette idée-là. Et donc, quand il gagne, j'ai quand même les larmes aux yeux. Alors, c'est le Covid en 2020. Donc, on n'a pas accès au pied du podium, on n'a pas accès au parc fermé. Donc, on est dans un coin du paddock, dans la zone des interviews. Donc, sa victoire, je la vois à la télé. Mais après, quand il vient, on est les premiers à qui il répond, après en français, dans la zone des interviews et tout ça. Mais voilà, j'avais les larmes aux yeux quand même quand il gagne, parce que je me dis, si enfin
Voilà, petite sur la liste, voilà, c'est coché. Et puis derrière, Ocon regagne l'année d'après, donc on était pas mal. Et Ocon, c'était aussi incroyable. Je me souviens avec Franck, on le prend dans nos bras quand il arrive dans la zone des interviews parce que c'était super. Mais il a tellement bien géré, Ocon, sa course. Il y avait moins de suspense. C'est pas facile avec Vettel. Ouais, mais une fois Vettel attaque un peu, mais ça faisait des tours qu'on savait qu'il allait la gagner, Esteban. Non, je suis d'accord. Pierre, à un tour près, on se dit que ça peut passer. Finir. Donc vraiment, il y a l'explosion de joie au passage de la ligne qui faisait que l'émotion était incroyable. Et si d'ailleurs je peux le rajouter, mais presque le podium de Pierre Brésil 2019, donc l'année d'avant. Le premier podium. Voilà, quelques mois après s'être fait écarter de Red Bull. Ça, c'était presque encore plus fou parce que il est de revanche. Voilà, il est au fond du trou. Le jeudi, on fait une longue interview où il balance un peu quand même. Ouais. Sur Red Bull et tout ça, je me suis dit, il est quand même cool parce que ça reste ses employeurs, mais il balance un peu. Et cette course, à la fin, il repart, il y a un restart, il est troisième, mais Hamilton le passe, Hamilton accroche Albon, donc il se retrouve deux, et puis il y a cette arrivée en remontée. Et là, avec Franck, ce jour-là, je présentais, j'étais pas aux interviews, donc on est avec Franck dans le tunnel qui nous sépare du paddock et qui permet d'aller à pit lane. Donc on attend là, on regarde sur le petit écran le dernier tour, et quand le dernier tour est passé, les journalistes courent pour se mettre autour du parc fermé pour l'arrivée des trois premiers. Donc là, on voit sur le petit écran, il est deuxième, on saute, on part en courant, on sprint, on se met devant le panneau numéro 2. Et quand Pierre arrive, il voit presque que nous. Enfin, il se gare, il n'y a que nous, ses mécanos ne sont pas encore là. Et avec Franck, on saute comme ça devant lui. Incroyable. Tout en étant... je pense qu'à ce moment, on est à l'antenne, je dis un truc débile, je dis un truc comme... on lui a porté chance avec notre interview qu'on a fait jeudi. C'est ridicule de dire ça, mais c'était... Les émotions, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Et puis voilà, parce qu'il sortait d'une passe... En plus, il y avait eu le décès tragique d'Antoine Hubert. Enfin, c'était vraiment... On avait vécu des trucs avec Pierre sur les derniers mois. Pour Pierre. Et de fait d'avoir accès à lui en 2019, quand il sort de la voiture, ce qu'on n'a pas eu à Monza 2020 du fait des bulles sanitaires du Covid. Voilà, ce Brésil 2019, c'est peut-être encore plus fort, tu vois, dans mon souvenir, parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir vécu l'événement. Vraie victoire au plus proche, quoi. Ouais. Depuis tout à l'heure, tu parles de Franck, mais du coup, j'ai l'impression qu'en fait, sur ces dernières années, en tout cas depuis l'époque Canal, vous avez vécu beaucoup de choses avec Franck, parce qu'au final, vous êtes tout le temps ensemble, non? Ah ouais, je fais pas le décompte des jours. Je dois quand même passer un peu plus de temps avec ma femme qu'avec Franck, mais il doit être numéro 2, parce qu'on fait une vingtaine de Grands Prix par an, et le Grand Prix à la télé, c'est vendredi, samedi, dimanche, mais pour nous, c'est... voyage souvent le mercredi, parfois le jeudi matin en Europe, mais sinon le mercredi, et puis voir le lundi quand on va en Australie, jusqu'au lundi d'après. Donc on passe énormément de temps ensemble. Des collègues de bureau, ils passent la journée au taf, mais ils prennent pas le petit-déj ensemble et ils dînent pas ensemble. Donc nous, c'est vraiment des journées complètes. Tout le temps ensemble. C'est pas un collègue, Franck, c'est un ami, quoi. Et d'ailleurs, dans l'équipe en général, il y a une super ambiance. Margot, je pense que Margot, c'est ma meilleure copine. Avec Julien, on s'entend très bien. Enfin, tout ce temps qu'on passe ensemble. Heureusement que c'est à ce point amical, parce qu'on aurait du mal à supporter. Mais même, et Franck, ce qui a encore plus renforcé, c'est que pendant tout le Covid, donc la saison 2020 et la moitié de 2021, on était quasiment que tous les deux. Parce qu'à cette époque-là, donc c'était très réduit l'accès au circuit. Julien n'allait pas avec Julien n'allait pas sur les pistes, parce qu'en fait, si quelqu'un de l'équipe Canal, enfin de quelle que soit la bulle sanitaire qu'on créait avec le Covid, tu virais tout le monde du circuit. Donc autant on pouvait se permettre de ne pas avoir Franck et moi un dimanche au circuit et l'émission était présentée en studio depuis Paris. Autant si Julien était viré du circuit, qui commentait, tu ne pouvais pas le renvoyer en avion où il fallait faire 15 heures de bagnole entre Spielberg et Paris. L'horreur. Donc c'est pour ça qu'au début, au tout début de la crise Covid, Julien restait à Paris, c'était aussi pour sécuriser l'antenne. Et parce que même les cabines commentateurs n'étaient pas accessibles, parce que... le protocole Covid, ça devait être un enfer. Moi, je me pose la question, du coup, mais si on prend une journée, par exemple, un dimanche, pendant que Julien et Jacques commandent, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, j'imagine que tu es avec Franck, si j'ai bien compris, pour regarder la course en zone interview, c'est ça? Oui, ça dépend de mon rôle. Si Margot n'est pas là et que je suis donc le présentateur, je suis plutôt avec Franck, on regarde la course, soit on retourne dans le car régie, soit on se met quelque part dans le paddock, on trouve une télé ou peut-être même dans une hospitality, voilà, comme ça, même s'il y a quelque chose à manger, c'est très bien. En revanche, si Margot est là, je suis aux interviews, donc je ne bouge pas de la zone interview où il y a un grand écran qui montre la course comme n'importe qui à la télé, et il y a l'écran de chronométrage. Parce qu'à tout moment, un pilote qui abandonne, normalement, dans les 10 minutes après son abandon, il vient en zone d'interview. Et il ne dure pas longtemps, je pense. Voilà. Et il n'est pas de bonne humeur, donc il ne reste pas longtemps. Donc il ne faut pas prendre le risque de retourner dans le car régie où parfois il y a un quart d'heure à pied pour revenir. Donc du coup, avant de passer chez Canal en 2013, tu étais donc chez TF1 et il y avait l'émission qui s'appelait TF1 à la une. Non, c'était F1 à la une. Du coup, que tu présentais avant les Grands Prix.
Est-ce que tu as des souvenirs justement de cette période sur TF1? Parce que moi, je considère, c'est mon avis, que la période 2007-8 à 2013 est l'une des meilleures périodes de l'histoire de la F1. On a eu 5 années, 5 champions différents, 4 écuries différentes. Est-ce que tu as des souvenirs peut-être de cette période en Formule 1 où c'était un petit peu différent ou peut-être qui t'ont marqué? Déjà, moi, c'était encore tout nouveau pour moi, donc je trouvais tout formidable. J'avais à la fois des pilotes que je regardais à la télé avant, comme Coulthard. Ma première saison de 2008, c'est aussi la dernière de Coulthard. Oui, c'est vrai, avec son crash du coup au Brésil. Ouais. Ah, tu devais être heureux sur le crash au Brésil, tiens. Il y a le crash au Brésil, il y a le crash à Monaco aussi, justement, au circuit de Monaco, aux essais. Je crois qu'il tape à la sortie du tunnel assez fort et je me rappelle lui avoir dit, est-ce que tu as eu le temps d'avoir peur? Mais est-ce que c'était Laurent journaliste ou Laurent... Est-ce que c'était Laurent fan? Et donc, il y avait ce genre de pilotes, où, donc, bien sûr, comme on a dit, Schumacher, ou quoi, il y avait les générations d'avant, il y avait les pilotes qui avaient à peu près mon âge, comme Raikkonen, Alonso, et puis après, il y avait les petits jeunes à l'époque, comme Hamilton, Hamilton, Vettel, qui arrivaient. Donc, je me sentais à la fois pas à ma place, parce que j'avais tout à découvrir, tout est impressionnant, mais d'un point de vue générationnel, tu as vu un petit peu tout le monde, quoi. Tu as vu les anciens et les nouveaux. Donc ça, c'était cool. Après, c'était beaucoup... Moi, j'avais aussi la pression. Enfin, à TF1, Denis Brognard m'a énormément appris, mais il m'a appris aussi à être très exigeant, ce que je peux être aujourd'hui avec les équipes de Canal. Je suis pointilleux sur plein de trucs, dans les reportages, dans les traductions. Quand on diffuse à l'antenne les traductions, les sous-titres sur les interviews, généralement... Ceux qui les font vous diront il y a Laurent Cascouille qui est passé un moment pour changer une virgule. Laurent Cascouille, je vais te redonner comme ça sur WhatsApp. Mais donc Denis m'a appris ça, à être hyper rigoureux, mais ça mettait aussi la pression. Parfois j'avais un peu peur quand il venait visionner mon reportage. Bien faire, quoi. Oui, bien faire, mais bon, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va forcément... Voilà, Après, on avait réussi, avec TF1, mais comme avec Canal maintenant, aussi à faire parfois des choses en immersion. J'avais fait un sujet... J'étais parti avec Mark Webber depuis chez lui, en jet privé jusqu'à Milan, pour aller à Monza. Stylé. Donc, j'ai fait un reportage en jet privé. L'inside est fou. Oui, et puis j'avais jamais fait... Mark Webber, qui est un des mecs les plus sympas avec qui j'ai eu à bosser. Et encore maintenant, quand on se voit, on discute toujours. Et très cool. Il n'était pas du tout star. Aujourd'hui, il n'y a aucun pilote qui dit... Enfin, je ne crois pas, qui dirait « Viens avec moi dans le jet privé ». Lui, c'était... c'est très rare. Et donc, on s'était posé à Milan, et après, dans sa bagnole jusqu'à Monza. Et on arrive au péage, et il n'y avait pas encore les péages à carte en Italie, ou sans contact ou quoi. Donc, il me demande de la thune, parce qu'il n'y a pas d'euros, lui. Non, pilote de Formule 1 demande de l'argent aux journalistes. Une pièce de 2 €. Oh là là, mon Dieu. Donc voilà, j'ai quelques souvenirs comme ça. Donc, j'ai beaucoup appris à TF1. Le truc frustrant, c'est de faire que les Grands Prix européens. Donc, j'étais jamais allé à Montréal, à Melbourne, à Sao Paulo. Voilà, tous ces trucs qui aussi, je regardais à la télé, me faisaient rêver. Je faisais la saison européenne. Donc, moi, je me pose une question. Du coup, quand j'écoute tout ce que tu me dis, est-ce que tu trouves que on va dire, la cohésion avec les pilotes était plus simple avant qu'elle l'est aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a les médias, les PR, les press officers, tout ça, etc. À l'époque, ça avait l'air un petit peu plus naturel et facile d'accès, non? Non, je suis déjà arrivé trop tard. Parce qu'il y avait déjà une grosse présence des attachés de presse à l'époque, et je trouve même que de 2008 à 2012, on va dire, les pilotes étaient moins sympas entre eux qu'ils le sont aujourd'hui. Je trouve que là, la génération de pilotes, ils peuvent rigoler entre eux. Ça nous permet parfois d'organiser des trucs entre pilotes. Il y a plus de proximité. Les réseaux aussi ont ouvert certaines choses. Vraiment, de 2008-2012, parler à Hamilton, c'était ultra compliqué. Ou alors, c'était une fois par an, tu avais droit à 10 minutes. Mais je sais pas. C'était pas la même ambiance, quoi. Non, je trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi quand même beaucoup de presse. Il y a beaucoup de presse. Il y a les attachés de presse qui sont parfois pas forcément là pour t'aider, mais plutôt pour protéger leurs pilotes et donc t'empêcher toi de faire ce que tu veux. Et puis, le développement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un pilote, il peut faire sa propre communication sur les réseaux. Avant, il avait plus besoin de faire passer. S'il avait un message à faire passer, il avait besoin des médias, il avait besoin de communiquer à la télé. Jean Alesi, il annonçait ses transferts dans l'équipe ou sur TF1. Aujourd'hui, Norris, il fera un tweet ou une story. Ou le communiqué de l'écurie, parce que tout est plus cadenassé. Donc vous avez une bonne relation avec les écuries aujourd'hui, quand même, entre la télé, parce que ce qui est quand même un média assez ancien, on va dire, et du coup, aujourd'hui, les équipes qui essayent d'être vachement sur le digital, il y a quand même une bonne relation. Ils comprennent encore le fait qu'il y ait besoin d'interviews, il y ait besoin du temps à la caméra? Oui, quand même. Ils vont fermer peut-être un peu plus certains événements. Je leur ai fait la remarque l'année dernière, et je me suis un peu plaint de ça, les anniversaires de pilotes. Avant, j'avais ma liste d'anniversaires. Et tu faisais tes soirées? Non, pas les soirées, mais juste, chaque écurie fait toujours un gâteau à son pilote.
Et à chaque fois, les écuries vous disaient vous êtes les bienvenus pour nous filmer quand on offre le gâteau à Fernando, à Felipe, à Lewis. Aujourd'hui, je dis c'est l'anniversaire de Fernando samedi. Ouais, mais non, événement privé à San Martin. Et puis eux, ils le gardent pour leur réseau, le moment. Donc c'est ça, je trouve que les écuries se ferment un peu parce qu'ils se gardent certaines exclusivités. Alors c'est pas majeur hein, le gâteau d'anniversaire de Fernando Alonso, mais c'était des petits trucs sympas qu'on avait avant, qu'on n'a plus maintenant parce qu'ils se les gardent pour les réseaux. Après, ils savent que les télés payent des droits pour diffuser la F1. Cher en plus. Voilà, une partie de l'économie de la F1 repose aussi sur les droits télé. Ils sont obligés. Donc les écuries sont aussi obligées de jouer le jeu. Et on a en interview tous les pilotes le jeudi, le samedi, le dimanche. Il y a plein d'autres sports où on n'a pas les stars si souvent que ça. Ouais, en foot, il peut se passer des semaines sans avoir Mbappé. Une déclaration. Et nous, on peut dire que 3 fois par semaine, on parle à Hamilton. Donc c'est quand même assez génial. Tu parles d'Hamilton justement pour en finir et sur cette période un petit peu. Tu as vu du coup Hamilton, Vettel et plein d'autres pilotes, Kubica à l'époque arriver. Comment ils étaient à leur début? Est-ce que, parce que j'en avais parlé avec Julien dans un cool room justement, il m'avait dit dès le début, tu sentais qu'il y avait cette âme un petit peu de champion du monde. Est-ce que toi aussi, tu avais remarqué à leur arrivée qu'il y avait un peu ce côté star, talent qu'ils avaient en eux? Ouais, et puis en plus, Hamilton, il débarque chez McLaren, ce qui n'arrive pas si souvent de faire débuter un gars dans une écurie de pointe. McLaren qui n'avait pas gagné une course en 2006, mais qui se retrouve à jouer le titre en 2007 avec ses 2 pilotes. Donc oui, tout de suite, on se dit Hamilton, c'est un super talent. Vettel, ce qu'il fait avec gagner avec la Toro Rosso, ils étaient programmés quand même. Il n'y avait pas l'effet de surprise. Mais c'est cool quand même de voir l'éclosion de champions, de voir des générations qui tournent, et de dire je suis au début d'une histoire. C'est beau, c'est beau. Donc 2013, début de l'aventure Canal. Arrivée donc de la Formule 1 sur Canal+. Moi, ma première question, comment tu as appris que tu as rejoint l'équipe? Est-ce que tu as postulé? Est-ce qu'on t'a contacté? Comment ça s'est passé? Il y avait déjà Thomas Sénécal sur Canal. Lui, il avait rejoint Canal en 2009. Et on était assez proches à l'époque TF1. Il m'avait vu arriver à TF1. Et même, j'avais une fois déjeuné avec lui quand j'étais très loin de TF1. J'avais écrit à des patrons à TF1. J'avais jamais eu de réponse. Et j'avais dit, il y a ce jeune journaliste qui fait le rallye. J'aime bien ce qu'il fait. Je vais lui écrire à lui. Il n'y a pas de mail, tout ça. Écrit papier, Thomas Sénécal, TF1, un qui est du point du jour. Une lettre qui part. Et il m'avait rappelé. Donc, on s'était fait un déj. Alors là, peut-être 2003, 2004. Ça remonte. Et donc, après, on était tout le temps restés en contact. Quand j'étais arrivé chez TF1 en 2008, on était assez proches pendant 2 ans. Puis lui était parti chez Canal, mais on était toujours restés en contact. Et plus ou moins, on se parlait régulièrement. Il m'avait dit, si un jour Canal a les droits, on pensera à toi. Et donc, le jour où Canal a eu les droits, c'était officiel. J'ai pas eu à attendre très longtemps avant que Thomas m'appelle. J'ai quand même dû passer quelques entretiens d'embauche avec la direction et tout ça. Mais ils avaient besoin en fait d'expertise. C'est pour ça aussi qu'ils sont allés chercher Julien, qui était excellent de toute façon dans ce qu'il faisait déjà. Mais il y avait personne à Canal qui avait fait des grands prix, donc ils avaient besoin d'un journaliste qui savait à peu près comment ça se passait sur les circuits, qui connaissait les teams, qui connaissait certains pilotes. Tu connaissais l'équipe quand tu as postulé ou pas? Tu savais que tu allais bosser donc avec Julien, avec Jacques, Franck? Non, parce que c'était jusqu'à ce qu'ils annoncent qu'ils fassent une conférence de presse, parce que les droits, c'est, je crois, à peine 1 mois avant le premier Grand Prix. C'est ça. Et la conférence de presse, elle doit être au 1er mars. Donc vraiment, vous avez sur le dernier moment. Thomas m'a dit, on essaie de recruter ici ou ça, mais je ne savais pas exactement avec qui j'allais travailler. Mais Julien, on se connaissait bien, parce que déjà, j'étais pour TF1, il était pour RMC, puis Europe 1, donc on partageait les zones d'interview. Et on avait assez bien matché pour aller faire du kart ensemble, parfois. Où on se rappelle quand on s'est connus aussi, on s'amuse à dire ça, dans un caniveau à Palerme. Quoi? Parce qu'en 2003, Renault présente sa F1 dans les rues de Palerme, en Sicile. Donc ils louent un avion, ils mènent toute la presse française à Palerme. Et on se retrouve assis en bord de trottoir, donc c'est on se dit dans un caniveau. Moi pour l'équipe TV, lui pour RMC, à faire des sons et des images. Avec, ça devait être Trulli au volant, qui nous frôle avec la F1 dans les rues de Palerme. Ça devait être stylé par contre. Oui, c'était une époque où la F1 faisait des présentations dingues en louant des salles. Après, c'était dans un opéra à la suite. Enfin, pourquoi on n'a plus ça, nous? Pourquoi on n'a plus le droit à ça? Voilà, maintenant, ils dévoilent les voitures sur les réseaux. Mais voilà. Donc, la première fois qu'on s'est connus avec Julien, c'était un bonheur de savoir que je connaissais Julien, je connaissais Thomas. J'avais déjà travaillé un peu avec Margot aussi chez TF1. Je connaissais bien l'équipe, donc c'était pratique. Ça fait plus de 10 ans, au final, que tu es chez Canal. Aujourd'hui, tu as fait beaucoup de choses chez Canal. Déjà, moi, ma première question, c'est que tu as fait beaucoup d'interviews. Tu as eu le droit au duel Rosberg-Hamilton, Vettel-Hamilton, il y a eu Verstappen-Hamilton. Comment ça se passe? Comment tu sens un petit peu l'évolution dans le paddock en termes d'interview? Parce que, par exemple, on va prendre Hamilton et Rosberg. À l'époque, c'était la guerre froide. Comment tu prépares une interview
Face à Nico Rosberg ou Lewis Hamilton? Alors, Nico Rosberg, il était très charmeur. Il parle 5 langues parfaitement, allemand, anglais, italien, espagnol, français. Hors caméra, pas toujours... il peut être concentré ou dans son truc, donc pas toujours cordial hors caméra. En revanche, dès que la caméra était allumée, formidable. Formidable sourire, des expressions françaises comme en avant Guingamp ou en voiture Simone. Donc très drôle, des petites blagues ou quoi, donc excellent. Donc jamais de stress avec Rosberg en interview parce qu'il utilisait aussi un peu les médias pour essayer de les avoir dans la poche dans ce duel face à Hamilton. En fait, tous les coups étaient permis. Voilà. Donc être cool avec les médias, c'était plutôt avoir le soutien volontaire ou pas des médias, mais en tout cas voilà. Et Hamilton, c'est la période où il a été le plus fermé justement. La période où tu stresses à chaque fois qu'Hamilton vient à ton micro. Même il se coupait des autres pilotes, il se mettait tout seul sur le bus de la parade et tout ça. C'était vraiment le Hamilton difficile. Et donc déjà même une question basique, t'étais un peu tendu, mais alors s'il y avait eu un accrochage, s'il y avait une polémique ou quoi, 2016. C'était voilà. Franchement, Hamilton, c'est celui qui m'a peut-être le plus fait stresser en interview et qui même parfois dans un mauvais jour. Même si là, il prend un peu de distance, il sait que c'est une énième saison galère. Non, c'est bon, Parfois, je réfléchis vraiment à comment je vais tourner ma question. Tu sais qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, tu ne sais pas ce qu'il va te répondre. Voilà. Et il peut te mettre dans le mur, ça peut durer 3 secondes. Donc, aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus ouvert. En tout cas, nous, de ce qu'on voit de l'extérieur. Il est plus ouvert avec les autres pilotes, il discute avec les autres, il fait des blagues. Et avec nous, en interview, il est plus cool et il essaye... Il dit ce qu'il a à dire, il fait plus semblant. La voiture est nulle, il va le dire, c'est comme ça fait 3 ans que ça dure et que je leur dis. Enfin, il se lâche un peu plus. Il se prend plus la tête. Voilà, ça c'est assez cool. Moi, je pense à un pilote dont on va parler et que je pense que tu vas pas forcément énormément apprécier. C'était mon idole quand j'étais enfant, Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen, ça faisait rire beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, etc. Les réponses en 3 mots. Pour toi, ça devait être un calvaire, Kimi Räikkönen. Ouais, en fait, je suis désolé pour les fans de Kimi Räikkönen. Oh, mon cœur. Non, mais j'ai jamais compris, en fait. Alors, le pilote, il a été brillant, même chez McLaren au début, c'était incroyable et tout ça. Après, la fin de carrière, elle est détestable. Il retourne pour 5 ans chez Ferrari, il gagne qu'une course alors que Vettel joue le titre. Enfin, je trouve qu'il est... Il se fait massacrer, ça, faut être honnête. Ça, déjà, le pilote, il y a quand même 2 carrières, je trouve. Mais dans l'attitude, les gens qui disent il est naturel, mais il est naturellement pas sympa. C'est-à-dire ni avec les médias, ni avec son staff. On m'a raconté que dans son équipe, la dernière année, Julien Simon-Chotan, qui a travaillé un peu avec nous, était son ingénieur. Il me dit, je crois que la dernière année chez Alpha, il ne parlait qu'à moi. Et à aucun mécano, à aucun autre ingénieur et tout ça. Donc déjà, en interne, avec les médias, pas sympa. Et même avec le public. Je l'ai vu, mais des centaines de fois, repousser des gens, refuser des autographes. Il y a des clips où il fait tomber des gamins dans le paddock. Donc voilà, je me dis, mais pourquoi les gens le trouvent génial alors que au moins, il se cache pas. Enfin, voilà, il est honnête. Il montre qu'il n'est pas sympa, mais pourquoi les gens l'adorent? En interview, par exemple, une fois chez Lotus, donc ça devait être 2013, je crois, on fait l'interview à l'intérieur du motorhome. Une interview posée qui allait 10 minutes. Il arrive, il a les lunettes de soleil, mais les lunettes miroirs. Ça, il le faisait tout le temps, vraiment, tu ne vois pas les yeux. Et je dis, on est à l'intérieur, Kimi, vous pouvez enlever vos lunettes? Just ask your question. Donc, juste pose tes questions. Et même pas de non, je les garde, non, c'est un sponsor, non, je veux... Just ask your question. Et je me dis, mais putain, non, je vais pas dire le mot qui m'est venu en tête. Oh, l'idiot. Mais voilà, et donc... pas facile. Pas facile. Je pense que c'est pas le seul, parce qu'aujourd'hui, on parle de Räikkönen. Moi, je pense que ce que les gens aimaient beaucoup à cette époque, c'est que c'était un peu, tu sais, dans cette période de la Formule 1, c'était un peu pour les hommes, machos, etc. C'était le mec qui s'en foutait de tout, il roulait, il gagnait, et puis c'était ciao. Mais aujourd'hui, on a Stroll, désolé de comparer, c'est un peu pareil. Lance Stroll en interview, c'est pas facile pour toi. Ah oui, non, sans les performances. en plus, oui. Non, Lance Stroll, il m'arrive de me dire, c'est bon, je le fais plus. Ah ouais, carrément. Parce qu'en fait, que le résultat soit bon, qu'il mette des points, il te dit, souvent en se grattant comme ça, il te regarde même pas. Ouais, la voiture, elle est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Bon. Et il est éliminé en Q1 où ça va pas du tout. Ouais, on sait pas, la voiture, on sait pas. En fait, je crois qu'il n'y a jamais de réponse de plus de 10 secondes. Et je me dis, mais c'est pour ça, et souvent le caméraman me dit, encore une fois, je fais, oui, encore une fois. Mais il est comme ça, même en dehors de la caméra? Ah ouais, parce que dans le paddock, à part, il est très copain avec Esteban Ocon. Ouais, c'est la seule fois où on le voit rire dans un week-end, c'est quand il discute avec Esteban avant la parade. Mais le reste du temps, il n'est pas très dynamique dans sa démarche dans le paddock. Il ne déborde pas d'enthousiasme quand il va parler aux sponsors.
Bah, il a un patron qui pourrait lui dire, mais le patron, c'est son père. Donc parfois, je me dis, mais quand même, les sponsors qui payent cher pour être sur sa combinaison aimeraient peut-être avoir un peu plus d'enthousiasme ou de retombées médiatiques. J'avoue que j'ai jamais fait gaffe, mais est-ce que tu penses pas aussi c'est le fait que du coup, nous, on parle français et que je pense qu'ils maîtrisent, mais pas non plus totalement. À un moment, on a proposé de le faire en anglais. Et il voulait pas? Eh ben non, il a dit, ah bah non, je parle en français. Bon, parle parle pour une fois. Ok. Il y a des pilotes, peut-être, enfin, c'est sûr même, il y a des pilotes où c'est plus simple, tu as des noms où, genre, tu dis, quand tu les vois arriver dans le carré presse, tu sais, ok, là, on va avoir une interview sympa, peut-être, je sais pas, Pierre, Charles. Bah déjà, oui, les deux Français et Charles, parce qu'il y a aussi une proximité, une bienveillance, enfin, on se connaît, c'est avec eux qu'on a le plus de rapports. Donc, je sais que même sur un mauvais jour, il y a aussi un certain, pas connivence, mais ils savent que je vais pas. Je ne vais pas les emmerder. Ils savent que je suis obligé de poser la question quand même qui fâche. S'ils se sont accrochés, je ne peux pas dire qu'ils ont fait une super course. Ils ont fait une connerie et je suis obligé d'y aller. Mais que je ne vais pas les enfoncer là où il y a des journalistes britanniques qui peuvent parfois être relous, y retourner 2, 3, vraiment pour... Donc ils savent qu'on est obligé de poser la question, qu'on va le faire, mais qu'on ne va pas non plus les écraser. Ça, c'est les Français. Les autres... Ricciardo, tu sais que ça va toujours être cool. Piastri est à la fois très sympa, très bien élevé et il raconte des choses. Même Verstappen, il s'est vachement assagi. Julien, on avait parlé. Voilà, il s'est assagi dans l'attitude générale. Okay. Il te dit toujours bonjour quand tu le croises dans le paddock. Il est sympa. Et en interview, là où avant ça pouvait se limiter à quelques secondes, il sait maintenant. Faut jouer le jeu. Il sait qu'on a besoin de 30 secondes où il nous raconte sa course. Et même si je pose une mauvaise question, parce que on peut tous poser une question à la con, il va te faire une réponse et tout ça. Donc maintenant, franchement, il n'y a pas de... Je te dis, à part vraiment Hamilton des mauvais jours, il n'y a aucun pilote qui te fait stresser quand il vient en zone interview. Est-ce que, en fonction des pilotes, ou peut-être à des moments cruciaux, tu te retiens de poser des questions ou vraiment, en tant que journaliste, tu y vas et désolé, mais il faut poser les questions qui fâchent? Ah ouais, non, j'y vais. Mais j'insiste pas trop. Ok. Ton avenir, ton contrat. Le mec, il fait encore quelques temps pour décider. Ça sert à quoi de dire non, mais parce que quand même, il y a d'autres écuries qui ont. Et le mec, il est dans la langue de bois, il te dira pas. Donc, à quoi ça sert d'insister? Surtout qu'on est de plus en plus limité par le nombre de questions. Les teams disent maximum 2 questions par pilote et machin. Donc, tu veux rendre ce temps le plus efficace possible. Donc, il y a la question qui dérange éventuellement. Mais moi, je dis, ça sert à rien d'assister. Autant après obtenir autre chose, une anecdote ou un moment de pilotage. Tu le disais, du coup, mais les pilotes maintenant sont un peu plus potes, on va dire, copains. Est-ce que du coup aussi, ça te permet, vous, en tant que journaliste, d'avoir des réactions un peu plus groupées? Tu disais faire des tournages à plusieurs, etc. Est-ce que ça vous aide d'avoir des pilotes qui se connaissent, du coup? En fait, c'est pas toujours si facile parce que il faut coordonner les emplois du temps. Okay. Si tu dis à Racing Bulls, Tsunoda et à Alpine, enfin Gasly, ils sont très copains, on les réunit. Racing Bulls va te dire nous à 15h, Alpine dit non, Pierre pas dispo avant 16h. Enfin, donc c'est pas si facile de mettre en place ce genre de truc. Mais ça te permet toi de t'appuyer dessus, de dire à Norris et Verstappen, je sais que vous partez en jet, vous rentrez en jet tout à l'heure ensemble à Monaco, ou je sais que vous avez loué un cours de paddle pour la semaine prochaine. Enfin, donc ça te sert aussi, tu vois, pour après les surprendre, poser une question plus sympa que s'il n'y avait pas cette proximité. Mais après, est-ce que vous vous servez du coup des réseaux sociaux pour essayer de trouver des amorces ou quoi que ce soit? Parce qu'ils partagent beaucoup de choses. Norris, on le sait, enfin les pilotes. On est obligé de regarder. Moi, j'essaie de dire, on ne diffuse pas ce qu'il y a sur les réseaux, parce que c'est vraiment le truc de l'année, parce que on fait de la télé, et puis c'est pas du tout du mépris envers les réseaux sociaux. Je me dis... si on diffuse ce que Norris dit sur les réseaux sociaux... les gens vont suivre Norris sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis nous, on a envie d'apporter quelque chose. Donc j'ai envie de faire une interview de Norris où je vais apporter quelque chose en plus, ou une expertise, une analyse ou quoi. Donc j'essaie de... On suit évidemment tout ce qui se fait. Je suis pas encore complètement sur TikTok. J'ai ouvert mon compte, mais ça arrive. Non, mais après, je pense que c'est trop addictif. Si, j'ai vu un TikTok de toi cette saison. Oui, mais voilà, j'en ai pas. Je m'étais dit, j'en fais un par Grand Prix, et en fait, non. Et puis, Julien même m'a dit, va pas trop sur TikTok, sinon tu passes des nuits blanches à regarder des trucs. Je pense qu'il a raison là-dessus. Donc voilà, je suis toujours sur X, sur Instagram. Je lis tous les communiqués après officiels des écuries et tout ça. Il y a même parfois à suivre maintenant les physios qui ont leur compte, ou les femmes de pilotes.
Ah, c'est un vrai écosystème. Enfin, faut suivre vraiment tout ce qui se passe autour du pilote, quoi. Ouais, ça te permet d'apprendre des trucs. Le pilote poste pas qu'il est aux Maldives, mais sa copine le poste. Bon, allez hop, on sait où il est. Sur Canal, je me pose une question. Tu fais ce qui s'appelle la grille. Donc, vous êtes présent sur la grille, vous remontez la grille. Je sais que sur la grille, tu as quand même des restrictions, on va dire, ne pas interviewer tel pilote, telle star, ne pas s'approcher à tel moment, etc. Comment ça se passe réellement, l'organisation de la grille avant le départ? Nous, on considère qu'on part de derrière et qu'on remonte la grille. Okay. Donc, on se fait un parcours théorique avec Franck et le caméraman et le réalisateur, enfin tout le monde, en disant, là, on passe, bien, Bottas, Joe, rien de spécial, cette ligne-là, on la saute très vite, on ne s'attarde pas. En revanche, derrière, il y a une grosse nouveauté sur la Williams que Franck veut absolument montrer. Donc, déjà, on se fait un peu, qu'est-ce qu'on veut raconter, nous, d'un point de vue technique ou sportif. Lui, il a fait un tête à queue en qualif, donc il faudra remontrer l'image. Donc, on se fait un parcours. On se dit, dans les rêves, on fait Gasly en interview quand il sort de sa voiture, sachant que quand il sort de la voiture, il parle à son ingénieur. Il fait les balles, il est occupé, quoi. Ça, les balles, c'est juste avant de remonter dans la voiture. En fait, quand ils sortent, ils parlent avec leurs ingés. Et les pilotes, c'est un truc qui m'énerve un peu maintenant, ils se barrent le plus vite possible de la grille pour se cacher dans leur garage. Enfin, ils vont pisser, oui, mais il n'y a pas que ça. Ils fuient un peu. Ouais, moi, j'aurais envie qu'ils imposent aux pilotes 10 minutes de présence pour les médias autour de leur voiture. Parce que là, en fait, quand le mec a fini de parler avec son ingénieur, si tu n'es pas là, à la seconde, à pouvoir l'intercepter, et même souvent, tu dois marcher avec lui vers la sortie, tu ne l'as pas en interview. Donc, en fait, je trouve qu'on fait moins d'interviews qu'avant sur la grille, parce qu'avant, les mecs traînaient un peu plus. Donc, tu pouvais dire, je suis avec Massa. Ah, mais je vois Hülkenberg là-bas, il glandouille un peu. Dès que je finis Massa, hop. Et donc, ça, on ne peut plus trop le faire. Donc, on a certes les patrons. Donc, on essaie de se caler à l'avance, c'est discuter avec l'attaché de presse. On leur dit, on arrive, on sera là vers à peu près cette heure-là. Donc, il y a des trucs qu'on peut caler, mais il y a une part d'impro et c'est aussi ça que j'adore dans la grille. Parce que si quand tu arrives, finalement, oui, Hülkenberg est dispo, tu vas le faire en impro. Et puis, merde, t'avais calé Bruno Famin à la voiture d'Ocon, il n'y est pas parce qu'il s'est déplacé à la voiture de Gasly. Donc, tu dois improviser un truc. Donc, et à ça, tu rajoutes des fois en plus des stars ou des célébrités, des ambassadeurs. Comment tu fais, par exemple, si tu arrives sur la grille, tu as, je sais pas, Zinedine Zidane, par exemple, tu prépares l'interview ou c'est d'un seul coup, il arrive et il faut trouver quelque chose? Ouais, il faut trouver quelque chose. Tu sais, tu as une liste des invités présents, des guests présents, mais il n'y a rien qui te garantit qu'ils soient dispo ou qu'ils soient là pour toi. Envie de répondre ou quoi. Donc, parfois, d'ailleurs, tu as eu Grant m'avait fait une réponse, je pense, de 3 secondes et demie. Tu vois, ça... Mais bon, tu tentes ton coup. Avec Margot, on est parti du principe que c'est pas la honte de se prendre un vent à l'antenne. Moi, je t'avoue, j'ai une anecdote, c'est Martin Brundle sur la grille. Je sais pas si tu sais un peu, mais il a un running gag de se prendre des vents à chaque fois. Et je suis en mode, oh, le pauvre, ça me fait mal au cœur. Mais en vrai, c'est bien d'être dans cette mentalité, du coup, de ne pas avoir honte. Non, mais parce que même dans la vraie vie, on veut pas se prendre un vent. Aucun d'entre nous veut se prendre un vent. Même quand tu appelles un serveur au resto et qu'il t'entend pas, merde, t'as un peu la honte. Tu voulais juste demander une carafe d'eau. Mais avec Margot, on s'est dit, c'est pas grave. Au final, c'est presque plus eux qui passent pour des cons s'ils nous snobent ou quoi. Donc, voilà, on le demande à l'antenne. Le mec veut répondre, pas répondre. Après, j'essaye maintenant. Je me suis dit, je crois que Tom Cruise, l'année d'avant à Miami, je lui ai dit, est-ce que vous aimez la Formule 1 ? Et je me suis dit, mais c'est complètement con comme question. Mais vous connaissez les pilotes. Sauf que c'est Tom Cruise qui me vient dessus. Jamais de ma vie, j'ai imaginé pouvoir parler à Tom Cruise. Donc, bien sûr, il n'y a rien d'intelligent qui me vient. C'est vrai qu'il faut savoir rester professionnel, en vrai. C'est dur, hein. Mine de rien, tu t'en rigoles, mais c'est pas facile. Et donc, maintenant, je me suis dit, non, je peux pas dire, est-ce que vous aimez la Formule 1 ? Qu'est-ce que tu veux que le mec te réponde ? donc, maintenant, si le mec sort de la grille, je lui dis plutôt un truc, qu'est-ce que tu as observé sur la grille ou qu'est-ce qui t'a plu sur la grille ? Si le mec, il va vers la grille, ça va plutôt être, qu'est-ce que tu veux voir ou vers quel pilote tu vas te diriger en premier. Enfin, voilà. T'essaies de trouver le contexte, quoi. Oui, parce que je me dis, est-ce que t'aimes la Formule 1 ? Si le mec aime, il va juste dire oui. Et s'il dit non, comme il est invité, il veut quand même pas passer pour un con, il va quand même dire oui. Donc... C'est quoi la meilleure grille ? Parce que forcément, la grille, pour les gens qui regardent à la télé, c'est quelque chose d'inaccessible au final. C'est quelque chose de très privé que pour les médias et les équipes au final. C'est quoi la meilleure grille que tu as au calendrier ? Il y en a une qui se détache un peu des autres ou pas ? Alors, Monaco se détache dans le sens la plus difficile parce que c'est la plus étroite et c'est sûrement celle où il y a le plus d'invités, de guests et tout ça. Donc, tu as du mal à voir où tu vas, tu n'aperçois pas les voitures, donc c'est encore plus dur pour éventuellement trouver un interlocuteur ou même parfois pour se retrouver avec Franck. Si Franck... Non, mais il est où, Franck ? En fait, on a tendance à se séparer globalement dans notre mécanique. Si Franck montre l'aileron arrière d'une bagnole, moi, je m'éloigne pour justement voir... Tiens, est-ce que Fred Vasseur est dispo ? Est-ce qu'il y a un pilote ? Donc, on se perd un peu de vue. Mais on arrive toujours à se retrouver. Et, on n'est que 4 sur la grille. Il y a Franck, il y a le caméraman, et il y a Philou, qui est à la fois notre assistant son et qui est un peu
notre aide réalisateur, c'est-à-dire qu'il a les yeux partout. C'est lui qui tient un peu les caméramans pour pas qu'ils tombent. Exactement, tu vois, en reculant. Et qui tout le temps jette un œil, où est Laurent, où est Franck ou quoi, pour faire signe à l'un à l'autre pour se retrouver. Bah, à Monaco, ça arrive pas. Tu finis par te perdre. Et donc à l'antenne, à te dire, vous êtes où, Franck? Bah, moi, je suis dans celle-là. Donc elle est spéciale. Mais après, toutes les autres grilles sont à peu près organisées de la même façon. Où c'est plus de la densité de guests aussi. À Miami et Las Vegas, c'est plus le bordel qu'en Hongrie ou en Belgique. Miami, ça doit être chargé. Et qu'en Miami, cette année, quand Trump est arrivé, donc tu avais un service de sécurité. Oh, le protocole. Bah, y avait une dizaine de gardes du corps avec le flingue dans la veste. Et après, tu avais aussi vraiment les SEALs, enfin, les forces spéciales, donc, au cas où, avec le fusil d'assaut l'ambiance peint et camouflé. Oh là là. Donc, et quand le mec te regarde en disant tu bouges pas de cette... Là, j'étais dans la pit lane, mais quand il dit tu dépasses pas la ligne blanche, non. Chef ou chef. Je dépasse pas la ligne blanche. Bon, chez Canal, tu fais les interviews, tu fais la grille, tu gères bien évidemment aussi la rédaction, mais tu es aussi l'un des créateurs, entre guillemets, des producteurs de la rétro sur Canal depuis 2013. Déjà, d'où vous est venue l'idée chez Canal+ de faire ces rétros en fin d'année? C'était un peu offrir un cadeau de Noël, hein, puisque souvent elle sort le jour de Noël, la veille ou le lendemain. À nos abonnés. Faire vraiment un best-of avec toutes les interviews, les analyses de nos consultants à froid, parce que ce que tu peux dire aujourd'hui n'est peut-être plus... peut être erroné ou complètement caduque à la fin de l'année. Donc, on fait toujours analyse des consultants à la fin. Peut-être que Miami, cette année, c'est complètement le tournant de la saison, parce que Norris est champion, sauf que dans tes analyses aujourd'hui, tu le sais pas. C'est bon, c'est une victoire. Voilà. Et peut-être dans nos analyses à Abu Dhabi, bah oui, c'était la première victoire de Norris qui est champion en fin d'année. Donc voilà, ce genre de rétro, c'est assez cool. Vous les préparez longtemps à l'avant, parce que du coup, en général, les saisons, ces dernières années finissent en décembre à peu près. Vous les sortez, tu disais, à peu près à Noël. Ça laisse 2-3 semaines. Ça commence un peu avant ou vous les faites en 3 semaines d'un seul coup? Ce qui commence avant, c'est qu'on se note tout ce qui se passe dans un Grand Prix. Mais vraiment tour par tour, quoi. Donc 15h12, 28 secondes. Tour 4, Hamilton double Piastri pour la 5e place. 15h27, radio Norris, les pneus sont pas bons. Oh, le bloc-notes. 16h12, Julien et Jacques critiquent la stratégie Aston Martin. En fait, parce qu'il y a aussi des punchlines qui peuvent nous servir. Pour les replacer dans le contexte et tout, quoi. Donc on se fait ce genre des rushs, ce qu'on appelle très précis de chaque Grand Prix. Quand on approche de la fin de saison, si on sait qui est le champion avant la fin, c'est plus facile que quand on ne sait pas. Tu vois, la rétro 2021, elle est un peu plus dure à créer. Et c'est vraiment au dernier Grand Prix où on se fait un tableau, un plan. La rétro doit faire 1h30. Combien de minutes on accorde à chaque Grand Prix? Donc on se relit nos résumés de Grand Prix. Et celui-là, il vaut 2 minutes. Celui-là, il en vaut 6. Celui-là, il y a... puis il arrive quand même ce moment sympa, cette longue interview de Hamilton par Margot ou de Verstappen par Naomi Schiff. Ça, il faut quand même en garder 3 minutes. Ouais, ok. Donc on se fait un plan. Et après, c'est 2 semaines de montage. Et, vous êtes combien sur la rétro? On est 2 journalistes dans 2 salles différentes, vraiment à monter la base. Mais on a d'autres journalistes qui nous aident à faire parfois des pré-résumés ou découper les interviews ou sous-titrer toutes les interviews, parce que c'est un boulot de dingue aussi de tout sous-titrer. Et comment vous faites pour décider? Parce que de mémoire, de 2013 à 2020 à peu près, je crois, c'était vraiment un récap course par course. Je crois qu'en 2021, c'était du coup plus axé sur le duel de mémoire. Vous changez, c'est vous qui décidez comment on axe un peu la rétro? Ouais, en fait, c'est vrai qu'on avait fait course par course, je crois, de 2013 à 2019. En 2020, on décide de donner une grosse partie à Gasly dedans pour la première victoire et une grosse partie à Hamilton, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de suspense en 2020. Il avait dominé. Donc 2020, je crois qu'en fait, elle est plus ou moins en 3 parties. C'est Hamilton champion, gagne presque tout, la victoire de Gasly, l'accident de Romain Grosjean. Oui, exactement. C'est les 3 parties de la rétro. Et voilà, très thématisé. Il y a des gens qui ont dit ouais, c'est bizarre. Ça a changé, même moi, j'avoue, j'étais en mode ça change de ce qu'on a eu. Parce qu'il y a certains Grands Prix, vous évoquez pas la super 4e place de machin. En 2021, on est un peu resté là-dessus en faisant le duel presque sur les 2 tiers de la rétro. Et une partie un tiers Ocon, parce que il y avait aussi une victoire française. Et on avait fait une sorte de best-of du reste, où dedans, il y avait la victoire de Ricciardo avec McLaren à Monza. Il y avait le podium de Russell avec la Williams sur le Grand Prix de Spa qui n'a pas vraiment lieu. Et ça, en fait, on a eu pas mal de... Enfin, pas mal. C'est les réseaux, en fait, tu travailles dessus, tu sais ce que c'est. Tu as plus souvent des gens qui te disent c'est pas bien que des gens qui disent c'est bien. Donc, est-ce que tu dois accorder beaucoup de crédit à 100 mecs qui te disent j'aime pas? Parce qu'il y a peut-être 1 million de silencieux qui ont adoré. Ceux qui parlent en général, c'est ceux qui aiment pas. Ceux qui aiment bien ne le diront pas. Mais quand même, les gens avaient l'air de dire on préférait le résumé course par course.
c'est mieux quand même pour revivre la saison et tout ça. Donc on a rebasculé sur ce schéma-là, qui est finalement, c'est pas par flemme, mais c'est presque plus facile à construire parce que tu fais. Pour vous, c'est chronologique. Voilà, c'est plus chronologique. T'as pas à réfléchir à des figures de style ou de réalisation dont tu as besoin quand tu veux un peu plus thématiser. Alors du coup, moi je me pose une question parce que depuis 2018, on a Drive to Survive. Drive to Survive qui est pas, on va dire, le concurrent, mais on compare souvent la rétro qui est factuelle, vraiment un retour sur la saison, et Drive to Survive qui est un peu une série romantisée, entre guillemets. Est-ce que Drive to Survive, ça vous embête? Est-ce que, au contraire, ça ramène de la visibilité, donc c'est bien aussi pour la rétro? Comment vous le voyez, vous? Ça dépend. Si tu poses les questions à Laurent ou... Je veux la question à Laurent. C'est la cool room de Laurent. La cool room de Laurent. Moi, Drive to Survive m'embête pour 2 trucs. Ouais. La scénarisation, donc parfois, ils inventent des histoires. OK. Le manque de respect de la chronologie. OK. Ils peuvent... Radio du Brésil en Autriche et tout voilà, comme ça, je sais pas, là, les Alpines s'accrochent en Australie 2023. Ouais. On voit des plans de Famin dans le stand, puis Famin pas content. Famin n'était pas en Australie l'année dernière. Bizarre. Non, mais donc je me dis, après, bon, c'est une série, ça se veut pas un documentaire absolument journalistique et factuel. Donc je trouve que leur truc fonctionne bien à la fin. Et puis c'est vrai que ça a fait du bien à la F1, ça a ramené du monde, on en bénéficie, ça a rajeuni l'audience et tout ça. Mais quand même, quand une année Verstappen ne veut pas leur répondre, c'est qu'il y a quand même un problème sous-jacent. Il y a des trucs, ils s'arrangent. T'as un duel entre 2 pilotes, ils vont mettre une radio qui a rien à voir, d'essai libre, de 5 Grands Prix avant, où le mec dit hey, fuck him. C'était pas contre ce pilote-là, c'était pas en course, c'était pas à ce moment-là. Ils se disent juste cette radio, elle nous arrange bien pour la mettre là. Okay. Donc voilà, il y a quelques trucs qui m'embêtent. Et l'autre truc qui m'embête, c'est que comme c'est un deal. Les écuries maintenant ont bien compris et leurs sponsors maintenant, ils veulent aussi être sur Netflix et tout ça. Donc les écuries ouvrent grand les portes à Netflix plus qu'elles sont jamais ouvertes à nous. Donc on essaye, on fait des séries, on se bat. Il y a eu la série Bleu Blanc Vite l'année dernière dans les coulisses d'Alpine, qui est toujours d'ailleurs sur MyCanal. Il y a eu un hiver à Maranello cette année, on a fait 2 épisodes. Il y a eu l'épisode à l'usine et il y a eu l'épisode à Bahreïn. Dans les coulisses de Ferrari, comme on n'avait jamais fait. Donc on essaie de se faire des trucs, mais j'ai l'impression qu'on doit vraiment se battre là où Netflix a un peu plus porte ouverte. Donc en fait, je suis un peu jaloux, voilà, pour tout dire. Ça se comprend totalement. Certains trucs, et je me dis, et en plus, alors qu'il magouille ou voilà. Ça peut être un petit peu frustrant. Mais dans la globalité, il y a 3 Grands Prix aux US, c'est la folie. Là, on travaille maintenant avec Gunther Steiner. Gunther Steiner est devenu une star grâce à Netflix. Et même lui, quand à un moment, on discute hors antenne, lui, il se l'explique pas. Il dit, je suis un ingénieur, je fais mon boulot. Jamais j'étais destiné à être connu. Parce que j'ai dit des gros mots la première année sur Netflix, une année où ni Ferrari ni Mercedes n'avaient voulu jouer le jeu. C'est lui la star, vraiment. Voilà, les 2 gros teams n'étaient pas dans la première saison. C'est lui qui prend toute la lumière. C'est fou, voilà. Donc voilà, il y a quand même un phénomène. Netflix, il y a un vrai phénomène. Non, mais en vrai, ça se comprend. Moi, j'essaie toujours de défendre un peu Netflix dans le sens où c'est une docu-fiction. C'est quelque chose qui est clairement pas réaliste et qui ne reflète pas ce qui se passe vraiment. Je le disais, il y a plein de radios, des extraits, etc. qui sont replacés. Donc, moi, je le vois plus comme du divertissement pour les gens qui ne suivent pas vraiment le sport. Après, le problème, c'est que moi, j'ai des amis, par exemple, qui ne regardent pas la F1, qui me disent « Ah, j'ai vu dans le Netflix, au Grand Prix, ils sont insultés et tout. » Non, ils ne sont pas insultés, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. J'aimerais parler un peu de 2024, du coup, cette saison, parce que là, pour l'instant, on a eu 7 courses, si je ne dis pas de bêtises. On a eu 7 courses, ça partait bien pour Red Bull au début. Et là, depuis Miami, McLaren revient fort. Ferrari n'est pas trop loin non plus. Comment tu le sens, toi, d'un point de vue un peu interne? Est-ce que tu sens que la saison va un peu se resserrer ou Red Bull a toujours cette avance de début de saison? Non, Red Bull n'a pas, parce que si tu regardes ce que fait Pérez, non mais voilà, il y a vraiment l'effet Verstappen. Et quand les gens disent il a la meilleure voiture et tout ça, alors déjà historiquement F1, c'est souvent le pilote avec la meilleure voiture qui est champion à la fin. Et c'est juste que les meilleurs pilotes se font recruter par les meilleures écuries qui ont les meilleures voitures. Enfin, bref, mais quand même, il y a l'effet Verstappen. Il est vraiment très très fort et il surperforme sûrement par rapport à sa voiture. Je suis bluffé quand même par McLaren, ce qu'ils arrivent à faire, être aussi proches. Ils vont gagner des courses et ça, c'est assez génial. Ferrari est vraiment pas loin. Et il y a enfin la convergence qu'on espérait, en fait, un règlement stable. Au bout d'un moment, le règlement, il y a un maximum que tu peux atteindre. Donc je pense que Red Bull se fait rattraper petit à petit. Ouais, les chronos sont de plus en plus proches. Peut-être à un moment, l'effet du budget cap, ça c'est un peu décevant parce qu'on pensait vraiment que les petites équipes allaient pouvoir revenir et tu as vraiment 5 gros, ou alors on va dire 4 gros parce qu'Aston déçoit un peu cette année, quoi, mais il y a 4 gros, il y a un no man's land où on va dire qu'il y a Aston et Racing Bulls et après tu as les 4 qui restent.
Donc ça n'a pas encore eu l'effet escompté de complètement chambouler l'ordre établi. Le budget de cap, honnêtement, certes, ça neutralise, ça réduit un petit peu les leaders, mais je crois, et tu me corriges si je me trompe, mais il y a des équipes qui n'atteignent même pas encore le budget de cap. Ouais, elles en sont pas loin, mais si tu atteins le budget de cap en budget de fonctionnement, mais que tu n'as pas les infrastructures lourdes, si dans ton usine, tu n'as pas les 200 machines-outils, mais tu n'en as que 50, donc tu es plus lent dans tes process pour construire. Enfin, c'est aussi de l'investissement lourd à faire, en plus de l'investissement budget de cap. Donc voilà, donc ça n'a pas fait son effet. Après, ça m'ennuie que Verstappen gagne autant, dans le sens que, pas pour les fans de F1, pour ceux qui regardent de l'extérieur et qui, en regardant leur alerte sur leur téléphone, c'est encore lui qui a gagné, il est chiant ton sport. Bah non, parce qu'il se passe des trucs super intéressants souvent, soit derrière lui, soit même avec lui, parce qu'il a plus tant d'avance. Et donc c'est en ça qu'avoir plus de vainqueurs différents, je pense que ça ferait du bien à la F1, juste pour enlever cette lassitude. En revanche, il faut bien se rendre compte que parfois en Q1, il y a 1 seconde entre le premier et le dernier. Ouais, c'est vrai. Il y a 10 ans, les derniers étaient à 3 secondes. Et les 10 premiers, parfois on disait c'est incroyable, les 5 premiers c'était dans 1 seconde. Tu remontes à 2018-2019, le top 10, il y avait 1 seconde 5. Les Mercedes, c'est déjà arrivé. Ah ouais, tout le monde a 1 seconde. En 2014. 2014, 15, 16, et même les premières années où il y avait Bottas et plus Rosberg, ils pouvaient mettre tout le monde à distance. Toutefois, j'ai vu un calcul qui était en pourcentage. Aujourd'hui, la grille se tient entre ce que Mercedes avait mis, je ne sais plus quel Grand Prix 2015, à la deuxième ligne. Deuxième voiture. Voilà. Donc, il y a une densité, ça, il faut qu'on réalise. Prost Senna, c'était formidable. J'ai grandi, j'avais des posters de Prost Senna dans ma chambre. Ils mettaient souvent un tour à tous les autres. Le duel entre eux était sympa, mais ils mettaient un tour aux autres. À Imola, je crois, 89, le 3e sur la grille est à 2 secondes, le 4e est à 3 secondes en qualif. Rendez-vous compte, aujourd'hui, on dirait c'est les temps de Formule 2. Donc, il y a une densité. Mais les gens, alors soit veulent du spectacle tout le temps, parce qu'on est aussi peut-être une société qui ne veut pas s'ennuyer, parce que pendant un Grand Prix, tout le monde sort son téléphone, pendant machin. Donc, si c'est un peu mou, je m'emmerde. Mais non, moi, je pense... les Grands Prix de l'époque, franchement, c'était pas fou, quoi. Voilà, à l'époque Schumacher, on nous disait on s'emmerde, c'était mieux Prost Senna. Et maintenant, des gens me disent c'était quand même mieux l'époque Schumacher. Vous êtes sérieux, il gagnait toutes les courses. Je pense qu'en fait, c'est dû à une génération, en partie Netflix, qui ne voit que l'action, le dépassement et la bataille, alors qu'aujourd'hui, déjà, l'aspect stratégique est ultra intéressant, au final, avec les undercuts, les pneus, etc. Et surtout, en fait, tu as de la bataille à tous les niveaux, et peut-être c'est une bataille pour la P12, mais il y a de la bataille, quoi. Et les gens s'attendent à ce que ça se double tout le temps, etc. Et au final, ça n'a jamais été le cas, ou ça a été très rare. On a toujours eu toujours plein du manque de dépassement. Globalement, chaque nouveau règlement a été mis en place pour plus de dépassement. On a mis les ravitaillements, ça dépassera plus. Ah bah merde, on enlève les ravitaillements parce que ça dépassera plus. On fait Et encore, des pneus qui dégradent pas, des machins. Je trouve qu'aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a énormément d'infographie aussi, parce que tu regardes une course de 2008 où tu as seulement le bandeau en bas et tu n'as aucune info, aucune radio. Là, pour le coup, on se faisait chier. Là, au moins, maintenant, on peut suivre, on a l'aspect stratégique, on a les retransmissions. Les radios, ça dynamise, parce que même à un moment pénible de la course, tu as une radio marrante de Norris, ça donne un petit coup de boost, c'est sympa. C'est clair. Tu parlais un petit peu de Ferrari tout à l'heure, Vasseur, du coup, français, que vous avez la chance d'avoir au micro très souvent de Canal, je pense pour le plus grand bonheur, parce que lui, c'est un bon client, Vasseur. Au micro, il est quand même assez drôle. Est-ce que tu penses que Vasseur va réussir un petit peu à relancer cette Scuderia ? Tu sais, c'est un petit peu le mythe, le français qui reprend la Scuderia. Est-ce qu'il va être capable, justement, de recruter Hamilton, peut-être Adrian Newey ? Est-ce que tu as confiance en Frédéric Vasseur ou pas ? Je pense en tout cas qu'il est arrivé avec ses méthodes et... La méthode Vasseur. Ouais, mais en fait, c'est paradoxal parce qu'il est... Alors, c'est marrant, le personnage est très drôle. Il y a toujours une blague, que ce soit à l'antenne, en dehors ou quoi. Le mec, il est rigolo. Il n'a pas changé en basculant chez Ferrari, qui était une des écuries qui a beau être italienne, normalement très rigide, attention à l'image et tout ça. Donc ça, je trouve ça assez génial qu'il n'ait pas changé. Mais il y a le côté bonhomme sympa, mais il y a le côté dirigeant ultra exigeant qui prend des décisions fortes, qui donne des directives, qui n'a pas peur de casser les codes ou changer les lignes. Et je pense que dans les méthodes de travail chez Ferrari, il a dû secouer certains process. Voilà, il n'a pas peur, il ne met pas en place un système non plus de sanctions. C'est-à-dire qu'il te fait confiance, il délègue, tu fais une connerie, c'est pas grave, on la fera plus. Mais il préfère que les gens prennent des risques et fassent des erreurs, plutôt qu'être conservateur. Il semblerait qu'avant, chez Ferrari, historiquement, il y avait la peur de mal faire. Ce qui les tétanisait et qui a engendré des erreurs, les Grands Prix de Monaco 2022. La stratégie, les pit stops. Donc en fait, maintenant, il veut plutôt que les gens aient un esprit libéré. Il les soutient toujours en public. Peut-être qu'il gueule en interne, sûrement parfois s'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, sa méthode. Après, c'est pas lui qui dessine la voiture.
Donc, recruter des ingénieurs, un des problèmes de Ferrari, il y a plein d'excellents ingénieurs anglais qui ont une famille, des enfants, et qui ne veulent pas aller s'installer en Italie. Donc, ça, c'est une des difficultés, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Il y a quand même 7 écuries sur 10 basées en Angleterre. Audi, des gens d'Audi me disent qu'ils sont face au même problème. Ils sont basés en Suisse. Recruter des gens pour aller chez Audi, en Suisse allemande en plus. Ça, pareil, ça galère un petit peu du côté de Audi. C'est compliqué de recruter. Et Racing Bulls, donc AlphaTauri, Toro Rosso, Minardi, ce que tu veux, c'est la même équipe, ouvre de plus en plus son antenne en Angleterre, justement pour pouvoir recruter à la concurrence, parce qu'ils n'arrivent pas à faire venir des ingénieurs à Faenza. Donc c'est vraiment si difficile que ça pour les équipes de convaincre à venir. Ouais, mais ça, ça peut se comprendre. Oui, ça se comprend totalement. T'as ta femme, t'as tes gosses. Pour déménager. Tu passes d'Aston Martin à Alpine, ça te fait juste 30 bornes de plus. Non, mais voilà, en Angleterre, c'est vraiment la Silicon Valley de la F1. Je pense vraiment qu'à 100 bornes à la ronde, tu as tous les teams. Donc tu changes d'employeur, ça te rajoute 20 minutes de trajet le matin. Mais ta famille, elle ne bouge pas, ta femme a le même taf et tes enfants la même école. Quoi. Donc voilà, il y a ça qui peut peut-être un peu freiner Frédéric Vasseur, mais en tout cas, il a un plan clair. D'un point de vue marketing, c'est formidable d'avoir Hamilton. Et là, il recrute quand même beaucoup. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Tu parlais d'Alpine il y a 2 secondes. Bon, cette saison, Alpine, un petit peu compliquée, on va dire. Est-ce que ça va quand même, rassure-nous, Laurent, est-ce que ça va mieux se passer sur la suite de la saison? Comment ça va remonter pour Alpine? Parce que là, pour l'instant, c'est difficile d'avoir de l'espoir, surtout avec les rumeurs de transfert qu'il y a depuis quelques semaines. C'est mal parti. Le truc, c'est que ce n'est pas les pilotes mais qui dessinent la voiture et tout ça. Donc, il y a eu un directeur technique qui est parti ou qui a été écarté après un Grand Prix seulement. Je crois qu'il y a eu beaucoup de turnover, beaucoup de changements de plan, de programme dans cette écurie. Peut-être pas assez de recrutement de talents à l'extérieur. Donc des méthodes peut-être qui sont dépassées. Et maintenant, on va recruter quelqu'un en lui disant rejoins-nous, on est en galère. Enfin, c'est pas le projet forcément le plus séduisant. Donc ça va être compliqué. Après, là déjà, ils arrivent maintenant à être à peu près au poids de la voiture. Donc ils ont réduit. Et puis, ils travaillent pour des innovations. Et McLaren, l'année dernière, est passé d'être dehors en Q1 à faire des podiums. Néanmoins, là, je pense qu'ils devraient être capables d'aller chercher peut-être Racing Bulls. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir des podiums cette année. C'est vraiment dommage. J'ai tenté, les gars. J'ai tenté, mais pas de podium. Ça va être compliqué pour Alpine parce qu'il faut quand même le dire. On va avoir un marché des transferts qui a déjà commencé avec Hamilton à l'époque. D'ailleurs, tu veux une anecdote? La signature d'Hamilton, c'est le lendemain de la cool room de Julien. Il n'a pas voulu me le dire. J'étais très vexé. J'étais très, très vexé. Donc, si tu as un transfert à me dire, c'est le moment. Dis-le tout. Il n'y a rien. Pour Alpine, ils vont perdre Gasly. Ils vont peut-être perdre Ocon. Enfin, perdre. Ils sont disponibles sur le marché des transferts. C'est quand même pas la situation la plus idéale pour l'écurie pour se reconstruire. Non, mais... Je sens que je suis sur un sujet sensible. Non, c'est pas que c'est sensible, c'est que il y a plus de pilotes que de volants. Donc là, Alpine, pour l'instant, est en train de se dire, on attend, on voit comment ça évolue. Peut-être que Gasly et Ocon vont être très heureux dans un mois de re-signer, parce que s'ils ont d'autres options à côté, que ça se fait pas. En fait, là, globalement, tout le monde attend un peu de voir ce que va faire Sainz ou ce que fait Mercedes. Donc, parce qu'effectivement, s'il y a une chance pour Ocon ou Gasly d'aller prendre la Mercedes, il faut attendre. Mais si c'est verrouillé chez Mercedes, peut-être que la meilleure place reste chez Alpine. Donc Alpine a raison un peu d'attendre. Si c'est pas Ocon et Gasly, peut-être que tu as Bottas dispo et Bottas c'est peut-être pas si mal ou j'en sais rien. Il y a d'autres options. Je vois. Ils ont quand même Jack Doohan, ils le font rouler pas mal avec la voiture d'il y a 2 ans, ils sont en train de le former. Pourquoi tu formes un pilote si tu lui donnes jamais un volant après? Donc, exemple Piastri. Non mais voilà, donc ils vont pas se faire avoir 2 fois, former pour quelqu'un d'autre ou former pour rien. C'est clair. Donc là, je pense que c'est vraiment pas les pilotes le problème chez Alpine, donc ils ont le temps de régler leurs autres soucis. Pour en finir, je veux juste ton avis sur un très jeune pilote, Andrea Kimi Antonelli. Il y a beaucoup de rumeurs, Mercedes, on en va peut-être chez Williams durant la saison, etc. Tu penses réellement que ce serait une bonne idée de le propulser aussi vite en Formule 1? On rappelle qu'il y a encore 5 mois, il était en Freca, Formule Renault. Moi, je suis assez surpris. Parce que là, en F2, il est bien. Il est à peu près au niveau de Burman. Burman qui était très bon dans la Ferrari. Raikkonen avait fait que de la Formule Renault avant de débuter en F1. Il avait été très bon. Verstappen avait fait qu'une saison de monoplace en F3 et on sait ce que c'est. Voilà, donc ils sont tous sûrs de son talent. Moi, je me dis, le gars, il est quand même tout jeune. Il est italien. Alors,
il a fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pilote italien. Et puis, la pression populaire, elle est surtout sur Ferrari plus que sur les pilotes en Italie. Et pour l'instant, en F2, puisque je vais être honnête, j'ai pas regardé les courses fréquentes, je voyais les résultats, mais pas les courses. En F2, là, il n'a rien fait où je me suis dit, waouh, c'est lui le champion du futur. Donc, je suis surpris de cette autoroute là que Toto semble lui tracer, et voire même lui dire on lui garde le baquet Mercedes, on le forme 6 mois là, en fin de saison chez Williams pour le prendre chez Mercedes l'an prochain. Enfin, je suis un peu surpris encore. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord sur Antonelli. Parce que j'avoue que moi non plus. En vrai, le parcours est beau, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt et il n'a rien prouvé en F2. Donc le remplacer par Sargent, ça me paraît quand même très risqué. Et c'est là qu'on se dit, on enregistre cette émission avant Monaco et que peut-être s'il signe au Canada ou s'il est placé chez Williams, on n'a pas l'air con. Ou s'il gagne les 2 courses à Monaco en F2. Putain, on n'a pas l'air con. Bon Laurent, on a 5 questions pour toi, histoire de continuer cette petite cool room. Première question, est-ce que dans ta carrière, tu as une interview, pas forcément qu'en Formule 1, mais est-ce que tu as une interview qui t'a marqué et qui a un petit peu fait basculer ta perception de ton métier? De mon métier, peut-être pas, mais de mon parcours. Tu m'autorises? Ouais, je t'autorise. Alain Prost, c'était mon idole, mais vraiment. Tu vois, dans ma chambre, il y avait des posters. Quand une fois par an à Monaco, je pouvais avoir un autographe d'Alain Prost, c'était formidable. Et quand j'arrive à Canal, Alain était dans les consultants. Et notamment, donc en 2014, je vais chez lui pour faire une très longue interview pour les 20 ans de la mort d'Ayrton Senna. Et là, je me dis, je suis face à mon idole qui me parle de Senna, de tous ces trucs que j'ai vus. Et l'interview, on fait, je sais pas, entre une demi-heure, 3 quarts. Enfin, c'était. En fait, là, je me suis dit, waouh, c'est quand même génial. Et encore aujourd'hui, quand Alain m'envoie un message sur WhatsApp, ça me fait quelque chose. Truc. Ouais, parce que. C'est normal, hein, parce que c'est mon idole. Et maintenant, alors on s'entend bien, je peux le vanner, enfin, on rigole. Mais j'ai toujours ce truc de dire, putain. C'est Alain Prost. C'est quand même quelqu'un. Donc plus que par ce qui a été raconté dans cette interview, c'est le fait d'interviewer, qui me regarde, qui m'écoute, qui me, c'est ça qui m'a marqué. C'est quelque chose, non, c'est clair. Du coup, ça rebondit sur la deuxième question. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, en 2024, au petit Laurent, fan de F1, qui a 5 ans? C'est la question mignonne. Non, mais parce que ça, c'est le genre de discours, tu sais. Crois-y, crois en tes rêves. Machin. Voilà, moi, c'est très cool d'être arrivé. Je pense que mes parents sont assez fiers de moi, que mon père, qui encore va dans les tribunes du Grand Prix de Monaco. Il vient encore voir les courses? Ouais. C'est beau, ça. Et notamment, il va aux essais et il est dans la grande tribune en face des stands. Et c'est quelques années, il me prend en photo depuis la tribune. Moi, non, mais je me dis que pour lui, ça doit être cool. Pour moi, c'est cool aussi. J'étais de l'autre côté. Incroyable. Voilà, donc moi, je suis très content d'être arrivé. Et voilà, d'avoir. Il n'y a pas beaucoup de place, en fait, quand on mesure sur les Grands Prix en journaliste. On va dire qu'il y a Margot, Julien et moi pour Canal. Bon, on ne les fait pas tous, donc il y a un petit turnover. Il y a quelques-uns de nos jeunes journalistes qui viennent aussi sur certains Grands Prix. Le journal L'équipe envoie 1 ou 2 personnes, mais c'est à peu près tout. Il y a peut-être 8 à 10 journalistes français qui couvrent la F1 sur site. J'en fais partie, ça suffit à rendre heureux le petit Laurent de 5 ans. Ok. Est-ce que, troisième question, tu as une question lors d'une interview ou lors d'un meeting, on va dire, que tu as posée et que tu regrettes d'avoir posée? Alors, je me souviens, je ne sais pas si on s'était mal compris, Hamilton, quand Vettel est champion en 2010 à Abu Dhabi, Hamilton, du coup, n'est plus le plus jeune champion du monde de l'histoire. Et je lui pose la question comme ça, et ça le vexe de folie. Il se braque, et il me répond un truc, et donc t'en es content, ça te fait plaisir, ou un truc. Et après, je me dis, en même temps, c'était con d'avoir posé ça comme question. Je suis quand même toujours un peu surpris par sa réponse. Mais je me dis, clairement, là, ça servait à rien. La meilleure question, j'aurais dû me taire. Et après, j'évoquais tout à l'heure ma proximité avec Sébastien Bourdet. On sait que c'est son dernier Grand Prix qui va être écarté par Red Bull, au Nürburgring. Lui, il l'a pas dit, l'écurie, il l'a pas dit. Il abandonne. Et quand alors, vous avez abandonné, Sébastien? Oui, problème, transmission. Je vous ai vu dans le garage, vous avez dit, vous êtes allé saluer tous les mécanos. C'est un au revoir. Non, c'est pas un au revoir. Et donc, là, peut-être que je pense que je fais bien mon boulot, mais le fait qu'on était amis, ça m'emmerde un peu. Je lui ai dit, mais alors, est-ce qu'il est trop tôt pour dire que c'était votre dernier Grand Prix? Et là, il me dit, mais arrêtez de me faire chier avec ça. C'est clair, ça? Ça passe en direct sur TF1. Ça doit pouvoir aussi se retrouver sur YouTube. Et là, après, je l'ai rappelé, j'étais obligé. Tu vois, je suis obligé de te titiller, quoi. Mais voilà, donc celle-là, elle m'a quand même un peu emmerdé, quoi. Ah non, j'imagine. C'est pas facile en même temps, quand t'as des amis dans le paddock comme ça, t'es obligé de faire ton métier et de les titiller, donc c'est pas toujours facile. Ton meilleur souvenir en Formule 1?
Je pense savoir déjà le pays, mais... Ouais, la victoire de Gasly ou le Brésil. Allez, pour faire différent, le podium de Gasly en 2019. Ouais. Voilà, parce que Gasly avait eu des mois difficiles, parce que je suis cette fois-ci au pied du podium avec Franck au parc fermé et tout ça. C'est le premier podium de Gasly. Il n'y a pas de victoire encore à l'époque. On est vraiment sur un podium. Il faut remonter à Romain Grosjean pour avoir un podium d'un Français. Et puis Julien a répondu Monza 2020, donc il faut que je réponde un truc différent. Il fallait faire quelque chose de différent. Et après, pardon, je peux digresser un peu, mais je suis français. Je suis né à Monaco, mais mon passeport est français. Néanmoins, j'étais à l'école à Monaco, donc j'ai appris l'hymne monégasque. Parce qu'il y a une langue monégasque. Ouais, ça je sais. Et donc on apprend à l'école le monégasque. On a 1 heure de monégasque à l'école primaire et l'hymne, donc il fait Deis pei tu Jonshu du nostro paese. Tu la chantes là à Monaco dans quelques jours, non? Donc je suis un des rares sur Terre à connaître les paroles de l'hymne monégasque. Donc quand Leclerc gagne, alors la première fois c'était au lendemain du drame d'Antoine Hubert, mais quand même, puis Monza, j'enlève mon oreillette et j'entends l'hymne monégasque. Moi qui ai grandi là-bas, jamais j'aurais imaginé qu'un jour il y a un pilote monégasque en F1 déjà, qui gagne des courses. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de mes souvenirs où... c'est totalement normal. Voilà. Que penses-tu des réseaux sociaux? C'est la dernière question. Que penses-tu des réseaux sociaux et du développement de la F1 sur Internet? Donc, que ce soit Twitter, YouTube, etc. Qu'est-ce que tu as, toi, en tant que journaliste, comme avis là-dessus? Alors, j'y vois que du positif parce que ça touche une génération qui est à fond sur les réseaux. Donc ça a énormément rajeuni les fans de Formule 1. Donc, ça, c'est très bien. Ça permet aussi une interaction ou une proximité. Les pilotes montrent plus de leur vie en dehors ou quoi, donc ça les rend plus sympas. Ça permet de découvrir des personnalités et tout ça. C'est une grande source d'information parce que même les autres journalistes partagent leurs informations sur les réseaux. Donc, tu peux on n'a pas toutes les infos nous. Donc, un journaliste italien annonce que, un journaliste allemand annonce que. Ça me permet aussi d'avoir des infos et de ne pas d'attendre la sortie du journal le lendemain. Donc ça nous est aussi utile à nous. L'effet pervers, c'est que je trouve que les écuries ou parfois les pilotes ne passent plus par les médias traditionnels et communiquent essentiellement par leurs réseaux sociaux. Et donc, court-circuit, mais c'est aussi le principe du réseau social, c'est du direct du personnage. Si je prends l'exemple de Canal, vous êtes quand même vachement bien digitalisé, entre guillemets. Vous faites quand même beaucoup de contenu entre les lives de Julien, tout ce qui passe sur MyCanal. Canal a aussi réussi à faire une bonne transition, entre guillemets, quoi. Ouais, en essayant à la fois de proposer le meilleur de notre antenne, et puis parfois donc, des programmes 100% digitaux. Ouais, digital. On va dire digitaux. Mais oui, bref. Les petits reportages, l'hiver à Maranello, etc. Voilà. Est-ce que tu es prêt à répondre en un mot? C'est chaud, ça, toujours. Je sais que quand moi je pose ce genre de questions, je vois bien que ça met en galère. Moi, j'y passe pas, donc ça va être à ton tour. Le principe, Laurent, il est très simple. J'ai 14 questions. Tu vas avoir 60 secondes pour répondre en un mot à la question. C'est des questions en général assez faciles, tu vois. Tu as le droit à un joker. S'il y a une question où tu n'as pas la réponse, tu veux passer ou que tu ne veux pas donner ton avis, tu me dis joker et je te laisse, je te le passe. Mais tu n'en as qu'un. Ok, ça fait... Là, depuis que je t'écoute, mais en même temps, je faisais le calcul, ça fait une réponse toutes les 4 secondes. Ouais, oh putain, mais t'as quand même... Ouais, oui, ouais, peut-être, oui, c'est vrai. Est-ce que tu es prêt? De toute façon, si je dis non, tu vas pas y aller. Ok, c'est parti. Quel est ton circuit préféré? Monaco. Quel est le métier que tu aurais fait si tu n'avais pas été journaliste? Ah putain, j'ai jamais rien fait d'autre de ma vie. En un mot. En un mot, monsieur. Prof. Quel est le membre de l'équipe Canal+ le plus drôle? Franck. Lewis Hamilton ou Sébastien Vettel? Hamilton. La plus belle F1 de l'histoire? La Ferrari de 1990 d'Alain Prost. Mais... Un pilote que tu aurais aimé interviewer? Ayrton Senna. Ton pilote préféré quand tu étais jeune? Alain Prost. Cars 1, 2 ou 3? Absolument. Le 2 est catastrophique. C'est James Bond, c'est pas d'une course de voiture. Pardon, c'est plus... C'est parfait. Ta musique ou ton artiste favori? C'est fini. Eh ben, on est sur un rythme alpine, là, c'est bien français tout ça, dis donc. C'est pas rapide, Laurent. C'est naze. Mais non, en fait, c'est terrible parce que j'écoute plus la radio que... Un artiste comme ça qui t'aimait bien, ou même plus jeune, ou je sais pas. Alors, je peux chanter quasiment tout Doc Gynéco par cœur, ce qui est terrible et ce qui est limite honteux. Parce que ce qui est incroyable, alors tu verras en vieillissant, ça n'a rien à voir avec la F1, ce que je vais dire.
je me rappelle très bien des chansons de mon adolescence ou de ma vie de jeune adulte. Aujourd'hui, je peux écouter en boucle, une chanson. Je sais pas, Aurel San, Angèle, qui tu veux, ça rentre pas. Ça rentre pas. Ah là 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 là, c'est dommage parce que j'avais une question, c'était le pilote sur la grille avec lequel tu t'entends le mieux, ça m'intéressait pour le coup. Est-ce que tu as un pilote avec qui, français ou pas, hein, ça peut être un autre, avec qui peut-être voilà, tu as un feeling qui passe un peu mieux? Non, c'est les Français. En fait, parce que c'est les seuls avec qui aussi on prend l'avion. Donc, tu as tous ces temps d'attente dans les aéroports, avec qui tu peux manger aussi. Plus facilement. Tu vois, j'ai jamais fait un resto avec Hamilton ou un padel avec Verstappen. Donc, après, ils sont sympas, tu peux faire quelques mots, mais de là, il n'y a pas la connivence. Quand Jacques Lafitte ou Alain Prost me disent qu'à leur époque, ils faisaient des parties de belote ou de pétanque avec les journalistes, qu'entre deux grands prix, entre Argentine et Brésil, ils allaient au Club Med avec les journalistes. Voilà, c'est un truc, voilà, je sais que je suis arrivé trop tard pour vivre ce genre de truc. Ouais, non, ça c'est sûr. Donc je peux pas, tu vois, je suis pas ami avec des pilotes. En bien, il y a une relation de confiance ou quoi, mais voilà, il n'y a pas d'amitié parce qu'en fait, on n'est pas amené à se côtoyer tous les jours, etc. En privé. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Ouais. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, c'est très très cool d'avoir pu parler un petit peu de ta carrière et de Formule 1. Bien évidemment, tous les liens de tes réseaux sociaux seront dans la description si vous voulez aller le suivre. Oui, j'ai lancé mon TikTok, hein, donc s'il y a des... Allez le suivre sur TikTok, les gars, faut le pousser. Pour et Instagram, j'essaye de rattraper Franck. Donc... Non, mais si, en vrai, sur Instagram, c'est bien. Ce que j'aime beaucoup avec toi et Franck, si vous mettez des photos de votre galerie, de votre week-end, on peut suivre tout ce que vous faites à travers vos yeux. C'est ultra pratique. Oui, il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale. Non, c'est juste on prend la photo, hop là, voiture, c'est très bien. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci bien évidemment à la production, MVS, tout le staff qui produit cette émission. Et puis merci bien évidemment à Laurent d'être venu. Merci Hydro, merci tout le monde. On se retrouve très bientôt pour un prochain Cool Room. Le mois prochain, en attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao.